Bienvenue sur la CCH pour travailler ce soir ou pour nous détendre, pour nous divertir avec des orateurs qui sont extrêmement brillants et connus. Nous allons parler de symboles en hypnose. Alors, pour commencer, je dirais que demain soir, on va ouvrir les Jeux Olympiques euh, en Italie. Et donc on va arriver, on va voir des personnes défiler, on va voir des drapeaux, des gens qui représentent avec ce drapeau leur pays. Il paraît que ça s'appelle un symbole. On va même peut-être voir une flamme. On a vu l'an dernier à Paris arriver une flamme qui était passée de ville en ville, qui était passée de pays au-delà des pays par l'avion. En attendant, on dit que ça symbolise le chemin qui est parti peut-être de Grèce, peut-être de gens qui ont commencé à faire du sport, qui réunissent les gens. Je crois que c'est symbolique. Euh, Finalement, c'est amusant parce que c'est un mot qu'on utilise très souvent, le mot symbolique. C'est un symbole. On va voir des lâchers de ballons pour dire que ça représente la paix. Bah, c'est symbolique. Il y a beaucoup de choses qui sont symboliques. Et puis, finalement, je me suis amusé parce que je me suis rendu compte qu'on parle aussi des symboles mathématiques. Symbole positif, symbole symbolique. Non, c'est pas symbolique, ça représente une valeur mathématique, physique, une entité, c'est un peu différent. Et puis après, si on réfléchit bien, on a des moments où on va se retrouver avec un patient ou avec un proche, on va lui dire à notre proche qu'on connaît bien, non, non, mais ne t'inquiète pas, faut pas que tu prennes les choses comme ça, faut que tu prennes de la hauteur. Prendre la hauteur, c'est quand même bizarre de dire à quelqu'un de prendre la hauteur. On va pas monter sur un tabouret en disant oui, oui, je t'écoute. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait? Prendre la distance, faut que tu t'éloignes un peu. Prendre de la distance. Ben là, je pense que c'est peut-être métaphorique, c'est une métaphore. Non, non, mais non, je te demande pas de monter sur le tabouret, juste de prendre de la hauteur. Ah oui, d'accord, c'est une métaphore, ok. Et puis, on a un prince qui était au Japon, devant un petit étang, et puis un disciple est avec lui, et puis il lui dit, mais que regardez-vous, maître? Mais il lui dit, je regarde des poissons. C'est amusant de voir qu'on a ce groupe de poissons, là, ce banc-là. Il y a un bateau qui vient de passer, probablement que ça les a dérangés, ils sont en train de tous se réunir, ils vont s'enfoncer, ils vont aller se mettre dans la vase. Donc ils vont se protéger. Mais en se protégeant, ils vont tous mourir parce qu'ils vont s'asphyxier dans la vase. Alors c'est assez amusant, c'est que on peut avoir tendance à vouloir toujours se rapprocher de ceux qui paraissent les plus sûrs, les plus forts, et parfois on va disparaître avec eux. Ça s'appelle une allégorie. On parle de symbole, on parle de métaphore, on parle d'allégorie. Enfin, c'est assez amusant parce que finalement, on propose, au lieu de dire les choses simplement, parfois de prendre des images. Peut-être que tout simplement on est en train de stimuler notre imaginaire. Pierre Marty, qui faisait donc de la psychosomatique, disait et parlait de la mentalisation, c'est-à-dire d'associer les pensées. Ah ben oui, alors ça, c'est l'étape d'après. C'est-à-dire comment fait-on pour comprendre des choses? On va devoir associer des pensées. Et peut-être, effectivement, qu'en prenant une métaphore, ben, ça nous a permis d'associer cette image à quelque chose qu'on a vécu. Ça va se faire plus doucement, peut-être plus naturellement, plus spontanément. Il y a moins de barrages, en fait, probablement. Du coup, on arrive dans l'hypnose. Et dans l'hypnose, on vend des livres de métaphores, des livres de scripts, des livres de symboles, peu de livres de symboles d'ailleurs. Mais finalement, on est bien en train de rentrer dans ce langage, un langage qui se construit peut-être avec des images, avec quelque chose de plus spontané, où notre imaginaire va être vraiment stimulé. Concrètement, je trouvais que c'était intéressant qu'on en parle sur une soirée. Nous avons avec nous Joël Mignot et nous avons Gérard Osterman. Joëlle Mignot, vous la connaissez bien. Pour ceux qui la connaissent pas, il faut la connaître. Elle est donc psychothérapeute, elle est psychologue, sexologue. Elle intervient euh, à l'UNESCO pour les droits humains, la sexualité humaine. On la retrouve à beaucoup d'endroits parce que tout simplement elle est passionnée. Et puis on peut la retrouver aussi en Inde quand on y va au bon moment parce qu'elle aime les symboles, ce qu'on voit dans la rue. On en parlera. Merci Joël d'être avec nous. Avoir l'occasion, dans l'année qui arrive, de se retrouver autour d'ouvrages, donc on en parlera. Gérard Serman, c'est un ami que je connais depuis longtemps et on s'est rencontrés dans un couloir à Bordeaux. C'est pas symbolique, c'est réel. Et du coup, depuis qu'on se voit, quand on se voit, on s'offre un cannelé. Ça, c'est symbolique, hein, c'est le symbole de Bordeaux. Voilà, les symboles, ils sont partout.
Merci Gérard d'être avec nous. Gérard est avec nous pour nous donner ce qu'il ressent dans cette approche symbolique. Pourquoi on s'en sert avec les patients? Pourquoi finalement on s'accroche tous à des symboles? Et comment on peut communiquer avec nos patients en s'appuyant sur les symboles? On aura avec nous, bien sûr, Henri Bensoussan, qui est toujours là pour nous aider à la fin à décortiquer ce qu'on a entendu, donner un regard différent. Et puis, malheureusement, eh bien, on devait avoir avec nous Patrick Lelon, mais qui n'arrive pas à se connecter. Il Euh, est là. Il est là. il est là? Oui, Ah oui. Alors, je vais le chercher il est en bas. et j'espère. Eh bien, voilà. Ah, ça, c'est une entrée, tu vois, par contre. Là, je trouve, franchement, tu as fait une très belle entrée, hein, Patrick. Je t'offre de reprendre le son. Est-ce que tu as un petit peu entendu ce que j'ai raconté avant, depuis que tu es arrivé? Parfaitement. Tu m'entends? J'ai Oui, oui. parfaitement entendu tout ce que tu as dit, la Bon, bon. Eh bien présentation. alors, nous sommes tous prêts à travailler. Patrick Lelon, c'est qui? C'est quelqu'un qui aujourd'hui est éditorialiste, c'est un ami. Il a travaillé sur France Info de nombreuses années dans un autre domaine, dans l'économie, dans les finances. Aujourd'hui, il vient nous voir avec son bagage de philosophe. Et Patrick, je le fais venir pour qu'il nous bouscule pendant les conférences, qui viennent amener d'un sens critique ce regard que parfois on n'ose pas avoir. Donc je pense qu'on a un cocktail qui doit être assez efficace. Je vous souhaite une bonne soirée. Je propose à Joël de commencer. On a un PowerPoint, tu me diras quand tu veux que je le mette. Et puis Gérard, ben, si tu es d'accord, tu peux alterner avec Joël. Si tu préfères faire une intervention tout seul, tu me dis. Je t'ai accordé 50 minutes, Joël aura 10 minutes, tu me dis si ça te va. Euh, Ça me paraît la parité normale. c'est ça, hein, c'est ça, voilà. Donc Je vais évidemment, pas tarder à me faire lâcher. Ouais, ça. je vais veiller à Je ne ça. relèverai pas. Nous aurons une parité parfaite ce soir, ne vous inquiétez pas. Joël, est-ce que tu veux que je mette en route le PowerPoint? On peut, oui, pour la première image qui fait juste la petite introduction. Je pense que peut-être, si Gérard est d'accord, on peut suivre enfin, les différentes diapos et puis intervenir à tour de rôle. Ça peut être intéressant. Je ne sais pas si tu es d'accord sur... comme tu veux. Voilà, alors en tout cas, je vais d'abord vous souhaiter à tous et à toutes, ben, voilà, d'abord encore une bonne année, hein, même si on est au mois de février, c'est symbolique. Et je suis ravie d'être parmi vous. Alors c'est vrai que la dimension symbolique, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps par mon parcours. Moi, je voudrais commencer d'abord par effectivement une image qui me semble hautement symbolique pour l'humain, c'est la métaphore du tissage. Donc, je suis un tissage, vous êtes des tissages. Voilà, moi, je suis un tissage de l'écoute de milliers de personnes m'ont parlé de leur intimité. Tout à l'heure, Gérard parlait du lien entre la psychologie et la philosophie. Alors, je suis aussi le fruit de ce tissage-là. Donc, et puis, le tissage aussi de l'hypnose avec les états non ordinaires de conscience que j'utilise dans ma pratique. Et enfin, les droits humains. Donc, je pense que cette dimension du tissage est intéressante pour introduire euh, la question du symbole. Alors, le mot symbole, euh, il est, il vient du grec, hein, je ne sais pas si vous savez, ça vient du grec symbolum, qui veut dire avec, ensemble, jeter, lancer, qui est jeté ensemble. Donc déjà dans la dimension du symbole, il y a une partie qui parle de concret, puisque le symbole c'est souvent un objet, Pascal nous l'a dit, un objet très concret, qui est porteur de sens. Alors cette évolution du sens relie le concret et l'abstrait. Le symbole en lui-même a été concrétisé en fait par un tesson de bouteille qui se partageait dans l'Antiquité et qui faisait que deux personnes se partageaient un tesson de pierre ou de verre et qui gardaient chacun la moitié de ce tesson de bouteille ou deux morceaux pour se reconnaître. Alors il y a une dimension intéressante puisqu'il y a une dimension de lien, d'hospitalité, d'alliance, mais aussi une dimension de contrat dans le symbole.
Alors pour moi, d'abord, le symbole, c'est transformateur. Et ça, je trouve que pour des thérapeutes, bah, l'utilisation du symbole, c'est vraiment un moteur extraordinaire dans notre processus thérapeutique, puisque le symbole lui-même transforme et transforme l'humain profondément. Alors il a un sens aussi un peu paradoxal, parce que quand on parle par exemple du franc symbolique, enfin maintenant on pourrait dire l'euro symbolique, bien sûr, on réduit un peu l'idée du symbole. Alors, le symbole est à la fois fort, grand et ample, et en même temps, il peut être dans le langage commun un peu réducteur. Donc voilà, donc je pense que cette dimension paradoxale, elle est aussi assez intéressante et on l'abordera probablement au fil de notre discussion ce soir. Voilà, donc pour moi, le symbole, il est en hypnose. Alors, j'ai parlé de moteur, je sais plus qu'un moteur, même c'est même un, un élément qui émancipe, puisque finalement on va se distancier d'un contenu, d'une parole, d'un discours, et l'écoute, on verra de quelle écoute il s'agit d'ailleurs, on va se distancier du contenu qu'on appelle latent, c'est-à-dire du contenu extrêmement concret et direct du patient pour essayer d'avoir une lecture différente. Et le symbole va nous permettre de voyager avec le patient autrement que simplement dans ce contenu latent. Donc je pense que l'hypnose est vraiment le lieu privilégié pour pouvoir faire activer la dimension symbolique et la dimension symbolique qui va permettre aussi la transformation et éventuellement la guérison, si on parle de guérison, ou en tout cas l'évolution du patient. Voilà, je ne sais pas si Gérard veut Alors, rebondir sur tout ça. merci, merci beaucoup Joël pour cette introduction et bonsoir à toutes et tous. Moi, je suis ravi de participer à ces petits webinaires de petits, hein, c'est pas du tout péjoratif, c'est affectif avec Pascal. C'est toujours très bien organisé. Alors, si je vais me permettre juste quelque chose suite à ce que tu as dit, Joël, c'est de revenir sur la fiche qui nous a été envoyée par Pascal quand même. Parce qu'elle est pleine de symboles et pas n'importe quel symbole. Donc, c'est vrai que c'est écouter autrement, transformer autrement. Qu'est-ce qu'il nous envoie? On croit souvent l'hypnose, elle serait née à l'hôpital, dans la rigueur du soin, dans la blancheur des murs. Erreur! Elle a grandi dans la pénombre des loges maçonniques du XVIIIe siècle, sous le sceau du secret et de la promesse de la transformation. Regardez si vous avez encore en tête, hein, il y a quand même le fameux delta, l'œil qu'on retrouve volontiers en maçonnerie, il y a le fil à plomb, enfin il y a plein de symboles maçonniques. Et la franc-maçonnerie était déjà en soi une fabrique d'états modifiés. Tu parlais d'états modifiés non ordinaires, ben là on y entre, parce que quand on est, comme on dit, avec un petit tablier ou sous le bandeau, pour commencer, on se tait, on marche selon des géométries invisibles, on écoute des histoires étranges qui résonnent à l'intérieur, on traverse l'ombre pour aller vers la lumière, et l'on ressort changé, sans avoir quitté pour autant son corps, sans avoir perdu son esprit, juste un poil décalé, si je puis me permettre. Et c'est dans ce théâtre de l'invisible qu'est apparu ce cher Franz Anton Mesmer, médecin visionnaire et franc-maçon, puisqu'il était initié à la stricte observance templière. Ce qui n'a pas grand-chose à voir avec la franc-maçonnerie d'aujourd'hui, je tiens à le dire. Mais ce qui est placé au cœur finalement des réseaux savants, médicaux du fameux siècle des Lumières. Et puis il a inventé son fameux baquet, on le connaît tous. C'est pas un matériel médical, hein. C'est un dispositif avec des gestes précis, une mise en scène élaborée, une attention concentrée, presque palpable. Donc le baquet magnétique n'est pas un meuble médical, c'est un meuble à transformation. Un seuil, voilà un beau symbole, un seuil entre deux mondes. Puis vient le fameux marquis Armand Chastenay depuis Ségur avec son histoire du somnambulisme particulièrement troublante et enseignante, car les sujets parlent, comme Victor Haas, imaginent, métamorphosent. L'inconscient est là, présent, agissant, mais il n'a pas encore songé, le marquis Chastenay, de prévenir Freud de son existence. Non, la franc-maçonnerie n'a pas inventé l'hypnose. Mais elle lui a transmis quelque chose d'essentiel. Quand on aspire à transformer l'humain, mieux vaut passer par le symbole que par le sermon. Voilà l'enseignement de la maçonnerie. Et finalement, entre un rituel maçonnique
Et une séance d'hypnose, la différence est délicate. Dans l'un, on dit cherchez la lumière. Dans l'autre, on dit, ou on murmure, dormez, je le veux. On est bien loin de tout ça aujourd'hui, on le sait. Mais quand même, dans les deux cas, personne ne sait exactement comment ça opère, mais tout le monde sent que ça agit en nous. Donc, ouvrir une conférence sur la symbolique en hypnose, et j'aurais envie de demander à Pascal d'où lui est venue cette idée de nous présenter cette affiche si chargée de symboles. C'est pour sortir des évidences techniques, se dégager de la frénésie protocolaire, je dirais. Comment l'être humain donne-t-il un sens au monde qui l'entoure? Et comment ce sens peut-il être transformé dans la relation thérapeutique? C'est ça qui nous intéresse, parce que nous, soignants, Joël et tous ceux qui sont là, nous sommes pris dans une tension paradoxale. Tu évoquais déjà le paradoxe. Le paradoxe, ce n'est pas une contradiction, c'est des niveaux de logique différents. D'un côté, on a une inflation continue de discours, de diagnostics, de protocoles, d'indicateurs d'efficacité. Tout s'accumule, tout se mesure, tout se documente. Et puis de l'autre, il faut bien le reconnaître, c'est plutôt une expérience clinique têtue qui nous rappelle inlassablement que soigner ne consiste pas seulement à comprendre, mais comme tu l'as dit Joël, à écouter autrement. Entendre est un phénomène physiologique, tout le monde le sait, mais écouter est un acte, et parfois même un acte de résistance. Et ça renvoie à ce qu'évoquait Sophie Cohen tout à l'heure sur le terme de robustesse. Et en hypnose ericksonienne, je pense que la distinction, elle n'est pas anecdotique, puisqu'elle constitue le socle même de la transe. On n'écoute pas simplement un récit, nous écoutons un système vivant en train de se dire, au-delà des mots, là où la langue se dissout, quelque chose d'autre commence. Et ce quelque chose n'est ni flou, ni magique, il est symbolique. Alors, tu l'as dit, je vais arrêter ma digression, mais le symbolique, ce n'est pas une décoration intellectuelle, hein, ce n'est pas un ornement théorique pour séduire dans les colloques, c'est ce qui nous permet de ne jamais être en prise directe avec le réel brut. Je ne suis pas lacanien, mais comment Lacan définissait le réel? Il disait le réel, c'est quand on se cogne. Hein, c'est cette chose nue, insoutenable, impossible à vivre telle qu'elle. Alors, entre nous et le monde, ben, il y a toujours des médiations, c'est-à-dire des mots, des images, d'ailleurs Pascal s'en est servi tout à l'heure, des rites, des chiffres, des mythes, des histoires. Et ces médiations sont nullement accessoires, elles organisent notre vie psychique autant que notre vie sociale, elles structurent notre rapport au manque, au désir et à l'autre. Et Freud avait déjà montré que les rêves, les symptômes, les lapsus parlent une langue détournée mais cohérente. C'est la règle des 3 R. L'inconscient, ça arrive, ça rate, ça rit, ça rêve, ça rate. Hein, les trois R. Quand Carl Gustav Jung, au début le fidèle disciple et prince héritier de Freud, a souligné la récurrence de certaines images, de certaines formes qu'il va nommer archétypes, et qui semblent, eux, traverser la culture, quand Lacan, lui, avait radicalisé cette perspective avec son fameux nœud borroméen, que je trouve très pertinent, c'est-à-dire le réel, le symbolique et l'imaginaire. Hein, c'est mon alliance, là, elle est triple, c'est comme l'anneau de Cartier, c'est indissociable en fait. C'est-à-dire que le symbolique, pour moi, permet de représenter l'absent, c'est-à-dire de dire l'indicible, de rendre habitable ce qui autrement serait peut-être totalement insupportable. Et effectivement, tu l'as dit Joël, et là on peut continuer autour de ça, à mon avis, c'est que le processus hypnotique, c'est un dispositif symbolique à part entière. C'est ça. Voilà. Pourquoi l'hypnose n'est pas une simple relaxation, ni une simple technique de contrôle mental? Oui, alors je voudrais aussi rebondir sur une notion par rapport à la fiche que Pascal nous a proposée, parce que moi aussi, évidemment, elle m'a beaucoup parlé, cette affiche. C'est la dimension sacrée. Je pense qu'il faut le prendre vraiment avec beaucoup d'ouverture et de largeur, hein, cette dimension sacrée. Hein. Il ne s'agit pas d'une dimension religieuse, mais la dimension sacrée du symbole, il me semble importante, et c'est au Moyen Âge qu'elle est apparue d'ailleurs, parce que on peut parler du symbole chez Platon, on peut parler du symbole chez Aristote. J'ai repris un peu tout ça, et philosophiquement, évidemment, il y a des définitions différentes. Mais au Moyen Âge apparaît vraiment cette dimension sacrée dans la peinture notamment, à partir par exemple de la notion de verticalité, à partir de la notion de profondeur aussi. Donc voilà, donc cette dimension sacrée, je crois elle est active. Alors,
On n'est pas obligé de le dire comme ça aux patients, évidemment, hein. Parce qu'il y a beaucoup de patients qui seraient absolument pas ni disponibles, ni vraiment, ni qui pourraient admettre cette idée. Mais il n'empêche que, en tant que thérapeute, je pense que c'est important de la laisser vivre en soi, cette dimension-là. Effectivement, c'est une des fonctions du symbole, c'est de partager quelque chose à la fois d'universel. Alors, on viendra sur l'universalité des symboles parce que ça, c'est aussi intéressant de voir que la symbolique, elle se retrouve par exemple dans toutes les cultures, on retrouve des symboliques très communes. Tu as parlé de l'Inde tout à l'heure, Pascal, mais dans toutes les religions aussi, on retrouve des symboles très communs. Donc, il y a vraiment une dimension universelle des symboles. Donc, et ça, en tant que thérapeute, on est aussi porteur de ça. Ça fait partie de ce tissage, ça fait partie de ce qu'on transmet. Et tu as parlé de l'œil de la connaissance. Alors, l'œil de la connaissance, évidemment, en franc-maçonnerie, c'est un des symboles très, très importants, mais on le retrouve par exemple aussi euh, en Inde avec le troisième œil, hein, l'œil de Shiva. C'est ça. Mhm. Voilà, je rentre d'Inde, effectivement, il y a beaucoup de sadhus qui se promènent avec, enfin, qui sont la représentation vivante, et pas seulement symbolique d'ailleurs, c'est là où il y a vraiment du concret des différents dieux, et en particulier de Shiva pour les Shivaïtes. Donc cet œil de la connaissance, il me semble que, il est actif aussi. Alors c'est ce qu'on appelle le troisième œil, c'est celui aussi peut-être qui nous permet aussi d'aller derrière. Alors ça, on pourrait revenir à la psychanalyse pour le coup, hein, d'aller chercher Exactement. derrière, d'aller chercher derrière sans forcément, évidemment, pourra parler aussi de l'influence, mais sans influencer le patient, mais en tout cas, à la fois dans l'observation de la clinique, de l'observation du corps, on pourra parler du corps aussi tout à l'heure, mais aussi dans l'écoute de son discours, d'aller chercher derrière et de l'accompagner sur une autre dimension. Et c'est en l'accompagnant sur cette autre dimension que que l'évolution peut se faire. Alors l'évolution, on parlait de guérison, on peut parler de mieux-être, il y a plein de mots autour de l'évolution. Mais en tout cas, on est là quand même en tant que thérapeute pour aider et pour faire avancer l'autre à partir de sa demande, quelle qu'elle soit. On en parlera plus techniquement et plus précisément tout à l'heure. Alors, si tu m'autorises, là, par rapport à la notion de troisième œil, je terminais mon internat à l'époque, c'était en cardiologie à Reims, et j'avais lu des bouquins autour du troisième œil. Bon, il y avait une espèce de curiosité, je dirais, naturelle, et je suis allé poser la question à un de mes amis qui était anatomopathologiste, qui était prof de napath, pour lui dire, mais finalement, cette glande pinéale, est ça le troisième œil? Et qu'est-ce que c'est que cette glande pinéale dont on dit qu'elle est volontiers calcifiée chez les Occidentaux? Quand même intéressant d'ailleurs. Oui, Et il m'a dit, c'est très simple, je vais te dire, dans la glande pinéale, quand elle n'est pas calcifiée, c'est un amas de cellules sensorielles, auditives, olfactives, gustatives, etc. Et ça, c'est quand même très intéressant. Le fait que finalement, il y a en nous finalement un vestige d'autres composantes sensorielles. Alors, tu parlais de ce troisième œil, on pourrait dire avec Théodore Reich qu'il y a aussi la troisième oreille. Hein, c'est-à-dire cette manière de voir, de sentir, d'entendre autrement, d'ailleurs d'écouter autrement surtout. Mm. c'est ça. Et dans cette fonction du symbole, j'ai parlé de la fonction transformatrice, mais c'est vraiment une fonction qui part de l'objet concret. D'ailleurs, on va parler des objets éventuellement maçonniques, mais ça peut être d'autres objets qui sont concrets, qui sont pris en main d'ailleurs, hein. Les outils, par exemple, sont des outils qui sont en lien avec le geste et avec ce que nous en faisons. Donc, c'est vrai que cette transformation de l'outil en œuvre d'art, par exemple, en grande œuvre, en œuvre, par exemple, pour le compagnon, hein, qui va, grâce à son outil qu'il va lui-même d'ailleurs fabriquer, parce que les compagnons fabriquent leurs propres outils,
les exactement. tailleurs de pierre, les Hum, forgerons, etc. Bon, moi, j'ai deux fils qui sont compagnons du devoir, donc j'ai aussi vécu ça vraiment de l'intérieur. Et donc, ces outils qui sont le prolongement de la main, donc quelque chose de très concret, il n'y a pas plus concret, vont permettre la transformation en une œuvre, en un chef-d'œuvre. Et c'est vraiment ça qu'on fait avec nos patients, hein. C'est qu'on part de l'outil, alors on part du matériau, de la materia prima, hein, en fait, c'est ça. de la demande du patient, de ses souffrances, de sa douleur, de ses interrogations, de ses pleurs, enfin, de tout ça. Et puis, on va cheminer avec lui grâce à l'hypnose et grâce aux états de conscience non ordinaires. Je pense que c'est important de le dire aussi. Et tu en as parlé, Gérard, mais effectivement, le fait de se retrouver dans un autre espace, un autre temps et un temps Hum, bien ritualisé malgré tout dans nos cabinets, hein. C'est quand tout à même fait. une loge, nos cabinets, hein, d'une certaine façon. Voilà. Exactement. Donc, Ce donc qui, voilà. j'ai envie de dire, Voilà comment je fais le lien ouais, entre tout ça. d'accord. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le sacré, là, je me réfère à mon ami Jean-Yves Leloup, avec qui j'ai eu l'occasion quand même de travailler un peu et Ah oui, de je- participer à plusieurs séminaires avec lui. Et je trouve qu'il a une façon, c'est un triple docteur en philosophie, psychologie et théologie, et je trouve qu'il a une manière très belle de dire que le sacré, c'est la manière dont on habite, par exemple, un lieu, ou la manière dont on rencontre une personne. Pour lui, il n'y a pas de lieu sacré en tant que tel. C'est la façon, il n'y a pas de terre sacrée, c'est la façon dont on marche sur cette terre. Ce qui est sacré dans le corps de l'autre, c'est la façon dont on le caresse. Là, je serais plutôt du côté de Marc-Alain Wachnine, quoi. C'est-à-dire l'éloge de la caresse. C'est ça qui rend les choses sacrées. C'est-à-dire que l'opposition comme ça, dualiste, il y a le sacré et le profane, c'est pas aussi simple que ça, quoi, justement. C'est-à-dire quelque chose dans un espace thérapeutique, finalement, peut devenir sacré après avoir écouté un discours profane. On peut le dire comme ça, oui. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai utilisé là dans le PowerPoint le mot révélation. Alors c'est pareil, ça peut paraître pour certains un peu ésotérique. Alors Mhm. je me méfie de ces mots qui peuvent être parfois trop chargés. Mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là chez les patients. Quand on a un patient, comme j'en ai eu un là, que je connais depuis longtemps, on fait un travail depuis plusieurs mois ensemble, etc. Et qui tout d'un coup il y a une révélation qui se fait dans son corps. Par exemple, pour lui, il a de l'eczéma et dans la séance, il a une émotion alors qu'il a plutôt des traits autistiques et qu'il a un peu de mal à exprimer ses émotions et que pendant tout ce temps, il a eu du mal à le faire. Dans cette séance-là, quelque chose est apparu et un vrai stigmate sur son corps qui est apparu. C'est-à-dire l'eczéma est apparu dans la séance. C'était très intéressant. Et de voir en même temps, cette émotion, pour des histoires personnelles évidemment, dans notre relation, qui a fait que, ben voilà, il y a quelque chose qui est apparu à ce moment-là, ça s'est marqué dans son corps. Et je trouve que la question de la révélation, elle peut être corporelle, elle peut être mentale, intellectuelle, elle peut être dans le lien des associations d'idées, si on revient à la psychanalyse par exemple, où on fait des liens entre nos histoires passées et nos histoires présentes. Donc c'est vrai que cette idée de révélation, elle me semble importante aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gérard. Tout à fait, mais c'est au sens révélé, c'est-à-dire d'enlever le voile, quoi, finalement, C'est hein. ça. C'est vraiment cette idée-là, quoi. C'est-à-dire que, bon, ça renvoie à un de mes refrains, mais sur la vérité, quoi. C'est-à-dire la vérité chez les Grecs, la vérité chez les Hébreux, c'est pas la même, hein. Et pourtant, ce qui est important, c'est ce qui est vrai, c'est-à-dire vrai au sens de l'authenticité dans la relation thérapeutique, hein. Chez les Grecs, qu'on prenne Plotin, Plutarque, c'est l'aletheia, quoi. C'est-à-dire c'est le dévoilement. On enlève le voile, hein. Et il y avait une belle métaphore d'ailleurs où on prenait la Vénus ou Aphrodite, enfin, si on le dit au sens grec, et elle était dans l'eau recouverte d'algues et de coquillages, et pour retrouver la vérité, c'est-à-dire la beauté la plus pure et de la nudité et de la beauté de Vénus ou d'Aphrodite, eh bien, il fallait enlever tout ce qui l'encombrait. Et ça, c'est ce que fait la science. C'est-à-dire que la science, C'est vrai. elle va asymptotiquement vers la vérité, mais elle ne touche pas la vérité vraiment. C'est quelque chose d'asymptotique. Par contre, en hébreu, on prend les trois lettres qui constituent le mot vérité, émet, aleph, même, tav. Aleph, c'est l'inspiration, c'est ce qui descend finalement.
même c'est la matrice, c'est l'engendrement, et Tav, c'est comme le sceau de Salomon, c'est ce qui engage. Quand Yeshua, Jésus de Nazareth, dit « En vérité, je vous le dis », il n'a pas dit qu'il avait la vérité, il a dit « En vérité, je vous l'ai dit ». Emet, Aleph, même Tav. La parole lui vient, elle lui est inspirée, qui m'a vu a vu le Père. Même, je suis enceinte de cette parole, Tav, elle m'engage. C'est-à-dire que ce qui est génial d'ailleurs dans l'écriture hébraïque, c'est qu'on enlève la lettre Aleph, qu'on retrouve dans l'histoire du golem, hein. C'est pareil, on enlève la lettre Aleph, ça donne Met, et Met, ça veut dire la mort. C'est-à-dire que c'est exactement la parole de vérité, c'est une parole politique, quoi. C'est-à-dire que ça n'engage personne que ceux qui veulent bien l'écouter et le croire. Hein, c'est pas une parole inspirée. Pour que vraiment il y ait en vérité, le mot en vérité est le fruit d'une expérience, d'une inspiration, et je dirais même d'une intention visant la relation, comme on le dirait avec Julien Medbez, au sens du narratif. C'est-à-dire qu'il y a tout ça pour dire le mot vérité. Et autrement, ben, c'est un concept creux ou c'est un concept vide, ou c'est une demi-vérité. Voilà. Symboliquement, ce que ça m'évoque, parce que en t'écoutant, finalement, c'est intéressant qu'on puisse aussi travailler le symbole soi-même dans cette conférence. Ça m'évoque la graine. En fait, la symbolique de la graine qu'on peut utiliser dans nos séances d'hypnose d'ailleurs, parce que c'est intéressant, la question du renouveau, etc., qu'on peut utiliser sous plein de formes métaphoriques. Et en fait, bon, on peut se référer aussi au commencement était le verbe, hein, les premières paroles de la Bible. Donc cette graine qui va, eh bien, qui va dormir ou qui dort encore et qui va se réveiller à un moment donné, et puis qu'on va arroser, qu'on va faire croître ensemble avec le patient. Donc cette dimension-là me semble, enfin, symboliquement, justement, intéressante à utiliser aussi dans notre travail. J'essaye de faire des liens aussi avec ce qu'on fait concrètement avec nos patients, hein. Ouais, mais le lien qu'on pourrait mettre là, si tu m'autorises, c'est par exemple, parce que c'est fondamental cette idée-là. On prend par exemple Thomas d'Aquin dans la Somme théologique. C'est quelqu'un qui a écrit une somme absolument incroyable de livres. Et à la fin de son œuvre, il dit tout ceci n'est que paille. Et en même temps, c'est sur cette paille que le grain peut germer. C'est-à-dire qu'il en appelle à la docte ignorance, qui ne veut pas dire qu'il faut rien apprendre. Non, il faut qu'on ait un savoir. Il faut avoir des connaissances. Et encore, savoir et connaissance, c'est pas tout à fait la même chose. Il faut Non. donc avoir expérimenté ce savoir. Mais au-delà de ça, pour aller à la rencontre de quelqu'un, il faut qu'on soit capable d'être dans une écoute non armée, c'est-à-dire dans, a priori, un non-savoir. Et c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire, c'est double écoute, finalement. J'ai bien une connaissance d'un certain nombre de savoirs, c'est fondamental. Mais en même temps, si je me réfère qu'à ça, je vais très vite enfermer l'autre dans une catégorie nosologique, dans ce que j'ai appris, etc. Et il n'y a pas de rencontre. On va croiser la personne, mais on ne va pas la rencontrer. Donc, pour la rencontrer, il faut que je sois capable de me décaler légèrement pour être dans cette écoute non armée. Et qui fait que là, à ce moment-là, le grain, je dirais, le grain peut germer, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ça, je trouve, c'est très intéressant, quoi. Cette dimension où, bah, finalement, il faut qu'on accepte à un moment d'être dans le non-savoir. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a une autre image qui me vient, c'est l'image de la miette. Kierkegaard, moi j'ai une formation philosophique et j'ai beaucoup travaillé sur Kierkegaard, qui est Ouais. donc un philosophe danois qui a écrit beaucoup sur le concept d'angoisse. Enfin, bon, je pense que Gérard, on a un peu les mêmes références avec Robert Mhm. Israï, etc. L'angoisse, c'est mon métier, comme il disait. Oui. Voilà. Et il a écrit les miettes philosophiques. Ouais. Mhm. Finalement, on travaille avec des miettes, hein, avec nos patients, hein. Parce que c'est vrai que souvent, ils ne nous offrent que des miettes. Et ben voilà, on essaye d'en faire quelque chose avec eux. Voilà, c'est ce qui me venait en t'écoutant. Quand tu parles de Et paille. c'est pour ça que Milton Erickson, qui se présentait volontiers comme un antithéoricien, puisqu'il, comme Roustan, mais privilégiant l'expérience vivante du soin à toute doctrine figée, pour lui, les symptômes n'étaient pas des simples anomalies à corriger, mais des erreurs du système.
Il disait d'ailleurs textuellement, ce sont des traces symboliques de stratégies anciennes d'adaptation, autrefois qui pouvaient être protectrices, et aujourd'hui elles peuvent être devenues source de rigidité. Donc c'est ça, c'est cette capacité d'avoir notre propre plasticité, à voir quelle est la fonction finalement des symptômes que nous portent les patients. D'ailleurs, il l'exprime souvent de manière métaphorique, entre parenthèses. Et je crois que l'inconscient tel que le concevait Milton Erickson, c'est pas le réservoir de pulsions refoulées, c'est justement cette instance dynamique. Donc, le langage hypnotique, Pascal l'a dit tout à l'heure, c'est riche en métaphores, tu l'as dit aussi, en allusions symboliques. Ça devient à ce moment-là l'outil privilégié pour dialoguer, pardon, avec cette part profonde de l'être. Voilà, c'est là où est la clé, quoi. C'est dans les ressources créatrices du sujet. Alors, je vais dire un mot. Je viens de vous écouter tous les Un deux. seul? Un seul. À toi, Joël, tu peux continuer. Non, non, vas-y, Bon. vas-y, Pascal, je t'en prie. Mais non, mais je plaisante, Au contraire, c'est bien, ça j'ai relance. rebondi sur le mot. C'est bien ce que vous venez de faire tous les deux, parce que vous êtes en train de nous montrer, l'un et l'autre, comment vous vous appuyez sur le côté mystérieux à la fois du symbole et en même temps le côté qui appartient à chacun, parce qu'on a chacun un symbole, en fait, on a chacun une image symbolique. Alors là, ce que j'aurais envie de dire, tu viens de dire, Gérard, le symbole apporte de la plasticité. Et là, on retrouve des pensées très hypnotiques, c'est-à-dire fluidité de la pensée, gymnastique de la pensée. Probablement, il n'y a plus de résistance avec le symbole. Le symbole, il dévoile, tu l'as dit tout à l'heure, l'absent, il dévoile le non-dit, il dévoile le non-vu, le non-su. Donc on est en train d'ouvrir quelque chose, d'où la notion de révélation, qui est très juste. Et le mot sacré, quand on est en train de parler, beaucoup doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette conférence? On nous parle de maçonnerie, on nous parle de tout ça. Bien sûr, pourquoi on n'en parlerait pas? Ça, c'était ma réponse, Gérard. Pourquoi on n'en parlerait pas? Et Mhm. pourquoi des personnes qui se disent ne pas utiliser le symbole sont celles qui utilisent encore plus? Parce qu'on peut les utiliser parfois sans le savoir. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours interpellé quand on parle du tétractysme pythagoricien. Donc, Mhm. cette notion de l'eau, de l'air, du feu et de la terre. On le retrouve sur des pots, ce que je disais il n'y a pas longtemps à Joël, des pots de tam-tam dans des régions québécoises chez des Indiens. On a avec nous quelqu'un qui est du Québec en direct, c'est Manon Brunet qui est avec nous là. Et puis on le retrouve aussi en Grèce, c'était décrit. Mais pourquoi on l'a décrit partout? Bien sûr qu'on a tous de la terre. Bonjour Manon. Bien sûr qu'on a tous de l'air, du feu et du vent. Mais n'empêche que cette valeur symbolique, chacun s'en sert en fait. Ça sert à quelque chose de symbole. C'est là qu'on voit que ça sert. Alors c'est véhiculé différemment, c'est instruit différemment, mais on en a besoin. On en a besoin. Et dans notre acte médical, et je pense que dans tout acte médical, on est avec quelqu'un qui souffre. Comme tu as dit, Gérard, il vient nous voir parce qu'il considère que nous sommes des sachants. Si on n'a pas expérimenté nos connaissances, on n'est pas sachant, on n'est rien du tout. Par contre, on va être séché face à ces questions parfois. Et en même temps, c'est lui qui est le sachant, c'est lui qui nous apporte une vérité. Et il va nous la dévoiler. Et c'est, je crois, là qu'on a une utilité à parler symbole. Ça nous permet d'autoriser un patient à se dévoiler. Est-ce que ça vous parle tous les deux? Oui, moi, ce que ça m'évoque, c'est la question du geste avec le symbole, parce que et c'est une image qui me revient là très récemment. Bon, j'étais bien, comme je vous l'ai dit, en Inde, et il y a des petits feux partout là où je vais. C'est dans le nord de l'Inde, c'est très très rural. Et le geste qu'on fait quand il y a des petits feux, c'est un geste de ramener enfin, on peut se mettre au-dessus des feux dans les rues et ramener la chaleur comme ça sur soi, comme un geste de purification par le feu. Alors, voilà, évidemment, c'est un geste que tout le monde fait, en fait, hein, c'est assez intéressant. Donc, je me dis, il y a aussi dans cette symbolique quelque chose du geste, quelque chose de Mhm. fort. Donc, le symbole, il est porté aussi par l'humain, par le geste, par la façon dont on le porte soi-même, hein. Et je pense que cette dimension de porter le symbole, c'est aussi important avec le patient. Je ne sais pas si ça vous parle ce que je vous dis, mais Ouais, c'est ouais. vraiment qu'est-ce qu'on en fait vraiment, quoi. Ouais, ça me permet d'évoquer une petite vignette clinique là, vécue récemment. Peut-être que je ne sais pas si ça va parler, mais bon, d'abord je ferai une petite remarque sur ce qu'a dit Pascal par rapport à Pythagore.
c'est Pythagore qui a inventé, qui avait créé, pardon, pas inventé, créé la communauté des thérapeutes. Hein, c'est pas souvent su ça. Et en plus, Pythagore disait que pour être thérapeute, il fallait d'abord être cuisinier. C'est quand même intéressant ça. Ah, C'est-à-dire que, bah oui, il le fallait feu. connaître les ingrédients. Et Et quand le on parle, feu. Et le feu. eh bien sûr, exactement. C'est là qu'il fallait connaître les ingrédients. Et Ouais. alors, oui, l'histoire que je voulais raconter, c'est un monsieur qui a une cinquantaine d'années. Voilà, il est là devant moi, posture droite, voix posée, tout est maîtrisé, sauf l'essentiel, j'ai envie de dire. Parce qu'à un moment, presque à voix basse, il lâche. Vous savez, docteur, je me sens comme une batterie à plat. La phrase n'est pas spectaculaire, hein, mais elle s'impose. Elle résonne. Je ne demande ni depuis quand, ni pourquoi, ni comment. Je ne cherche pas à réparer. Je répète simplement une batterie à plat. Son corps acquiesce avant ses mots. Et là, je reviens sur la notion du geste. Alors, je propose, les batteries, parfois, n'ont pas besoin d'être changées. Elles ont surtout besoin de retrouver une source. Silence en face. La respiration, quand on observe les trois O d'Erickson, la respiration s'allonge. Et je vois les épaules qui descendent. Ouais, certaines sources sont visibles, d'autres beaucoup moins, et le corps, lui, sait souvent très bien lesquelles il conviennent. Puis, j'observe, les paupières se ferment. Non, non, il n'est pas endormi. Il écoute autrement. J'ai simplement accompagné avec la main. OK, c'est bien comme ça, continuez. Et plus tard, ou du moins à la fin de la séance, il va dire, j'ai éprouvé une chaleur diffuse, comme un courant lent qui traverse, rien de spectaculaire, mais quelque chose de juste. Ce jour-là, on pourrait dire que pendant la séance, nous n'avons pas rechargé la batterie. Nous avons laissé une image faire son travail discrètement, profondément, à travers le geste. Voilà. Petite observation clinique. Comme quoi, là, on est vraiment dans l'hypnose conversationnelle. On est dans quelque chose qui permet d'être ici et ailleurs, hein, comme on le dit classiquement, et puis de permettre que les ressources agissent. Mais si j'avais posé trop de questions tout de suite, ben, les questions auraient enfermé cette possibilité. C'est très clair ce que tu viens de dire, ça illustre très bien. Mhm. Patrick, qu'est-ce que tu veux nous dire depuis tout ce que tu entends là depuis tout à l'heure? J'ai bien évidemment écouté. Il y a deux phrases qui me continuent à faire effervescence dans ma petite tête. C'est celle de Gérard Osterman quand il dit soigner, c'est écouter autrement. Ça veut dire, me semble-t-il, pour moi en tout cas, ça veut dire sentir. Et sentir, c'est un partage entre l'extérieur et l'intérieur. C'est-à-dire que d'un seul coup, il n'y a plus de frontières. Il y a des limites qu'on se pose, et ces limites, elles ne demandent qu'à exploser, en fait, parce elles peuvent, elles ne sont pas fixes. On croit qu'elles le sont. Et ce que disait Joël Le Mignot aussi, le symbole transforme l'humain. Alors, comment le transforme-t-il? Le symbole, c'est une façon d'appréhender le monde. C'est-à-dire, et dans le mot appréhender, donc il y a le mot appréhension qui a deux sens, c'est-à-dire s'approprier, mais en même temps, c'est peut-être se poser la question quand on a peur, c'est-à-dire quand on est face à l'inconnu. Et puis, il y a ce mot métaphore, quand on prend des libertés avec l'orthographe, parce que finalement, c'est pas très important, sauf quand on écrit l'orthographe, mais oralement, ça l'est beaucoup moins. Il y a méta, qui veut dire avec, au-delà, et fort. C'est-à-dire comment la métaphore, puisque on a allègrement enfin, mélangé, mais c'est pas, ça se comprend assez aisément, la métaphore, l'allégorie et le symbole, pour revenir au symbole, qui serait en même temps tout ça et beaucoup plus que tout ça. Eh bien, c'est ça, en fait, aller au-delà de l'apparence, aller au-delà de ce qui est convenu ou de ce qui est convenant plutôt, pour aller vers ce que l'on ressent. Et Joël parlait du contenu latent du symbole. Et alors j'ai envie de faire un vilain jeu de mots, mais on me pardonnera, parce que moi je suis pas soignant, donc j'ai le droit de raconter n'importe quoi. C'est ce que j'appellerais le contenu latent. C'est-à-dire que si on écrit symbole autrement, uniquement parce qu'on n'a pas à l'écrire et mal prononcé, on s'aperçoit que il y a saint et bol, bien évidemment, et que c'est le retour à la matrice, c'est-à-dire à la mère de l'intelligence,
là où on peut se nourrir. Voilà ce que ça évoque pour moi, tout ce qui a été dit, c'est-à-dire c'est en fait le droit à l'aventure en mélangeant sa matière première, qui est une espèce de bourbier, mais qui n'est pas un bourbier dans lequel on s'enfonce. Ça peut être aussi, il y a des trucs sympas dans le bourbier. Et puis, en même temps, la possibilité d'écouter et d'entendre autre chose qui fait écho chez nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, dans cette appropriation, il y a quelque chose euh, qui est comme une vérité qui n'est que pour soi, c'est-à-dire une vérité extrêmement subjective, parce que ça fait écho à quelque chose en soi qui fait que on s'y réfugie. Voilà. Je pense que pour moi, dans le mot symbole, il y a le mot de refuge, mais non pas d'isolement, de refuge dans une forme de transcendance du partage, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a des choses qui nous paraissent bonnes, et non pas forcément vraies, mais en tout cas bonnes, et que c'est ça que je retiens en tout cas à ce moment de cet échange. Merci. Je pense que il y a aussi la dimension du mystère. Euh, et accepter en tant que thérapeute, et Gérard l'a très bien dit dans la petite vignette qu'il a décrite, c'est-à-dire le fait qu'il y a quelque chose qui se passe finalement de mystérieux nous, malgré nous, c'est-à-dire avec nous, mais malgré nous aussi, ça je crois que c'est très important. Et accepter cette part de mystère, je crois que c'est dans notre société où aujourd'hui on oppose beaucoup la science, les études randomisées en double aveugle, et puis de l'autre côté tout ce qui pourrait être psy, un peu bizarroïde sur les croyances, etc. Enfin bon, les mondes s'opposent aujourd'hui, beaucoup, beaucoup. Et je crois que justement la dimension symbolique, elle permet de relier ça. Et moi, c'est le mot qui me vient, c'est le mot alchimie. Hein. L'alchimie, c'est la transformation du plomb en or. Alors, s'il y a, s'il y a des sensibilités maçonniques qui sont là ce soir, ça doit leur parler. Mais c'est vrai que c'est vraiment ça qui se passe avec un patient. C'est qu'on transforme avec le patient du plomb en or. Alors parfois, c'est un or où il y a des mélanges de métaux qui ne sont pas forcément toujours très purs, on le sait, hein, c'est comme ça. Parfois, c'est beaucoup plus pur. Et ben voilà, on fait avec ça. Mais il y a cette transformation, comme je l'ai dit depuis le début, mais vraiment cette alchimie. Et vous savez, on parle de l'alchimie amoureuse. Quand on tombe amoureux, Mhm. on parle de l'alchimie. Hein, voilà. Ouais, on ne sait pas trop ce qu'on met dedans d'ailleurs, souvent. Et puis d'ailleurs, on n'a pas besoin de le savoir. Je pense que c'est bien comme ça. Hein. Donc cette dimension alchimique, elle est présente et elle permet le lien entre la science et la croyance, enfin la croyance dans le bon sens du terme, hein, bien entendu. Ouais. J'aime bien ça, effectivement, cette métaphore alchimique que Jung avait beaucoup repris d'ailleurs dans un bouquin qu'il appelle Le Transfert, où il s'appuie sur la fontaine mercurielle comme étant ce lieu où effectivement on s'engage aussi, et dans cet engagement, il dit il y a une prise de risque. Parce que, et là, ça peut même rejoindre Michael Balint, on est peut-être Ah oui, on est loin de Jung, mais on est proche de Freud, oui. et où Michael Balint dit, je ne peux espérer changer l'autre que si j'accepte d'être changé par lui. Autrement dit, le malade me touche là où je suis déjà blessé. Et ça, cette phrase, elle est quand même fondamentale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transfert contre transfert, il y a une, ou comme le dit Nasio à juste titre, qui lui est lacanien, il dit il y a une névrose de transfert. La question, c'est quelle est la différence entre le transfert et moi, ce qui m'intéresse en hypnose, qui est plutôt le phénomène de résonance. Hum, Il y en a un qui est une illusion, quelque part, relationnelle, que si on l'analyse, elle nous apporte des éléments très intéressants et ça peut nous faire avancer. À l'inverse, dans la résonance, il se passe quelque chose qui n'est pas effectivement dans notre rationalité. J'aime bien ce qu'a dit Patrick, mais effectivement, il y a un niveau de rationalité
ce qui ne veut pas dire qu'il y a de l'irrationnel, parce que là, on a l'impression de dire, quand on écoute tout ce qu'ils disent ce soir, oh là là, ils sont perchés, les Oui, amis, là, c'est vrai. on est parti dans une secte dont Pascal est le gourou. Mais Méfions-nous, non, méfions-nous, quelle dérive. Moi, soyons paranoïaques. je pense qu'il y a une rationalité et je pense qu'il y a une extra-rationalité. Et Jung l'avait déjà pressenti, il y a des choses dont nous n'avons pas encore la raison pour les expliquer. Ou au sens-là, je vais être très bachelardien, si j'ose dire, et j'aime beaucoup Gaston Bachelard, puisque je l'appelle souvent Gastounet, comme quoi j'ai une relation intime avec Gaston Bachelard. Bachelard disait, il faut être dans une démarche philosophique de non, le non n'étant pas exclusif. Quand il disait il y a une physique non newtonienne, une géométrie non euclidienne, etc., ou une logique non aristotélicienne, qu'est-ce qu'il voulait dire? La géométrie euclidienne, pour avoir une table là, comme mon bureau, un parallélépipède, vaut mieux que les droites soient parallèles et se rejoignent à l'infini. OK, ça a la gueule d'un parallélépipède. Mais si je veux aller dans l'espace, c'est pas possible. Il a fallu attendre Ayman et Lobachevsky pour montrer que l'espace, il est courbe. Donc, ça ne veut pas dire que ça exclut Euclide. Ça veut dire qu'à un moment, on est dans une autre représentation qui nous permet d'élargir les choses. Donc, j'exclus pas Euclide, j'exclus pas Freud, j'exclus pas Lacan, j'en sais rien. Il y a sûrement, alors je vais reprendre même une phrase de Lacan, c'est la vérité, mais pas toute. OK, donc il y a de l'ouvert. Et si on n'est pas dans l'ouvert, on est dans l'enfer. Parce qu'on a dit dans le symbolique, c'est bien de parler du symbolique, le lien avec le sacré, etc. Je trouve que c'est très important. Ce qu'on n'a pas parlé, c'est du diabolique. Oui, Et je me rappelle, dans mon parcours psychanalytique, qu'un grand psychanalyste que j'ai eu comme didacticien m'a dit, mais vous savez, Osterman, mais la psychanalyse, c'est diabolique. Et oui, c'est diabolique parce que si vous prenez l'étymologie, diabolos, c'est séparé. Et on sépare les éléments et analyse, c'est ça que ça veut dire, on fait remonter du plus profond vers le haut, et on coupe. Lisse, c'est coupé. Bon, donc, c'est diabolique. Mais il faut que du diabolique, par la relation, par la dimension contre-transférentielle et l'élaboration, la perlaboration, comme on dit, à ce moment-là, il y a du symbolique qui émerge. Mais au fond, au départ, c'est vrai que ça peut paraître un peu diabolique. Mhm. oui, et surtout, ça peut être diabolique. C'est là où je pense que c'est intéressant d'avoir aussi cette position philosophique de l'antithèse. C'est-à-dire que ça peut être aussi dangereux, enfin, dangereux au sens du symbole comme clé des songes, par exemple. C'est-à-dire le symbole, la rose, ça veut dire ça, C'est ça, oui. l'arbre, ça veut dire ça. Bah, Enfin, voilà. Prévert avait Et une bonne formule, il disait la clé des songes est sous le paillasson, bah, vous la laissez sous le paillasson, quoi. voilà. Et je pense que s'il y a une précaution, plus qu'une précaution, une méfiance qu'il faut avoir par rapport au symbole, c'est celle-là. C'est de ne pas tomber dans la signification, je dirais, toute faite là, des symboles. Chaque symbole est vibrant et vivant, on l'a dit. Bon, voilà, il véhicule aussi des choses qui sont en lien avec aussi notre histoire. Donc, mais vis-à-vis des patients, je pense que ça, c'est important aussi. Parce que sinon, voilà, on tombe dans quelque chose de beaucoup plus banalisé et pas très, très intéressant, même si il y a quand même des symboles universels qu'on retrouve qui ont une signification finalement, par exemple le triangle, bon, bah, ce fameux triangle, on le retrouve dans toutes les religions, dans tous les frontons de cathédrales, de temples, voilà, on retrouve ces symboles-là, hein, les piliers aussi, etc. Enfin, toute cette symbolique-là, on la retrouve, mais en même temps, je pense que c'est important de donner, c'est la question du sens en fait qui est derrière. Et il faut se méfier un peu justement de la clé des songes. Tout à fait. Et puis valoriser, je dirais, la clinique des petits riens. Je m'explique, je Ah repense à une oui. autre histoire là, que je vais baptiser le manteau trop lourd. C'est une femme qui vient apporter en consultation sa douleur, qui est une douleur que l'on dit chronique parce qu'elle se répète depuis plusieurs mois. Et elle dit elle-même, elle métaphorise de cette manière-là, elle dit, voilà, c'est un manteau trop lourd que je porte tout le temps. Alors je lui propose, et si ce manteau avait été utile à une époque, pour vous tenir chaud, pour vous protéger, mais peut-être qu'aujourd'hui, le corps pourrait décider de l'enlever. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est dans l'hypnose conversationnelle, là. En transe, elle ne l'enlève pas. Elle en trouve juste le manteau
Et ce petit geste minuscule mais imperceptible dit que elle va dire après cette phrase que je trouve extraordinaire, j'ai senti à ce moment-là que je pouvais choisir. Hein. C'est-à-dire que cette dimension symbolique nous permet de réintroduire aussi la notion du choix. Et ça me paraît effectivement une victoire pour elle. Voilà. Très intéressant. Moi, j'avais aussi envie de peut-être donner un tout petit exemple clinique, un peu général, mais c'est ces demandes que l'on a de ces femmes qui viennent pour vaginisme. Bon, vous savez que je suis sexologue, donc j'en vois beaucoup. Ces femmes qui ont une hypercontraction involontaire des muscles de Hum, leur vagin, donc involontaire, bien sûr, et qui donc sont dans l'incapacité d'avoir des relations sexuelles et surtout, ou des relations même avec elles-mêmes d'ailleurs, et avec l'intérieur de leur corps. Et je trouve que c'est un symptôme symboliquement très fort, extrêmement fort, parce que vraiment, on peut travailler sur l'idée évidemment de la fermeture, du sens de la fermeture, enfin de la clôture, enfin, il y a énormément de choses qui peuvent venir autour de ça. Et c'est vrai qu'on voit que quand, grâce à l'hypnose et surtout grâce à l'hypnose comme thérapie corporelle, parce que je pense que l'hypnose c'est aussi une thérapie corporelle, eh bien, ça leur permet d'accéder à une autre représentation. Parce que c'est vrai que dans la dimension du symbole, il y a quand même la dimension de la représentation et de la façon dont le patient se représente, ou son symptôme, ou sa difficulté, hum. voilà. Donc cette dimension de la représentation et du lien entre la représentation et la sensation qui se passe dans les états non ordinaires de conscience, ça, c'est vraiment un moteur intéressant au niveau thérapeutique, je trouve. Par rapport à ces demandes-là, c'est très, très intéressant de pouvoir aborder ce symptôme-là sur un plan symbolique. C'est pas toujours facile, parce qu'il y a aussi des défaillances quand même de la symbolisation. Ça, on n'en a pas beaucoup parlé non plus. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont peu capables de symboliser. Hein, on le sait. Alors, tu as parlé de Marty tout à l'heure, mais bon, on va revenir à des vieilles théories de la pensée opératoire, etc. Mais Ouais. malgré tout, il y avait quand même du juste là-dedans. Et on s'aperçoit que parfois, il y a des patients qui sont incapables de symboliser. Enfin, qui, voilà, alors, on peut les accompagner, bon, si on arrive à trouver quand même, à ouvrir des portes avec eux, mais ça peut être aussi très compliqué pour les pensées extrêmement rationnelles, par exemple. Et voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, Gérard, mais c'est pas toujours simple non plus. Ah oui, tout à fait. Moi, j'étais très intéressé à un moment par l'école de Marty et sur cette pensée opératoire parce que sur le plan de la somatisation, je pense que ça rendait compte de beaucoup de choses que l'on pouvait Oui, observer et qu'on voyait par exemple que des gens qui avaient effectivement cette pauvreté de l'imaginaire dont parlait Pierre Marty, à un moment par exemple quand il y avait une apparition d'eczéma, l'angoisse diminuait, quoi. c'est Vous ça. l'avez- C'est-à-dire quand ça passait au niveau du corps et j'en profite pour saluer mon ami Jean-Benjamin Sora, qui a pris une liberté par rapport à l'Institut psychosomatique de Paris, qui a créé la psychosomatique intégrative. Il s'est beaucoup appuyé sur les travaux de neurosciences et lui, il considère aujourd'hui qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre, un peu comme, comment je vais le dire, un peu les boîtes, tu sais, de disjoncteurs différentiels, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a trop de tension quelque part, eh bien, par un mécanisme de défense et de survie, on va faire disjoncter telle ou telle partie ou telle phase. Et c'est cette dimension-là, et dont justement Jean-Benjamin nous rappelle quelque chose qui est en lien avec les théories de l'attachement, avec Balint, etc., que finalement la dimension maternante avec le patient va être fondamentale, parce que c'est probablement quelque chose qui a manqué. Donc on est tout à fait je dirais, dans les traces archaïques. On n'est pas encore dans le langage articulé, la pensée structurée, etc., quoi. Et c'est là où j'aurais presque envie de te poser la question, mais alors, pour toi, Joël, est-ce que l'inconscient est structuré comme un langage ou comme une image, comme disait Jung? Et ouais, quand on accède au symbole, c'est une vraie question, quoi. Parce C'est une que vraie question. avec, C'est vrai. avec de Saussure, magnifique, le rapport signifiant-signifié, on est tous fans de ça quand on le découvre. Oui, mais en même temps, On- qu'est-ce qui est premier?
Bah, ça Tu dépend. disais tout d'abord le logos au commencement avec Jean. Au commencement est le verbe. Oui, mais le commencement, c'est pas l'origine, hein. C'est C'est vrai. Bereshit en hébreu, c'est pas l'origine, hein. C'est Mais quoi l'origine? pour ta question, je vais être plus clinique. Quand on demande à un patient dans une séance de se représenter quelque chose, par exemple une couleur, Oui, soyons très simples, hein. Certains la voient, d'autres l'imaginent et ils le disent. Ils disent, ah ben, j'ai eu un patient hier qui m'a dit, ben, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai imaginé. Donc, je pense que ça dépend. Ça dépend. Je pense que c'est ni ça peut être un mantra aussi, enfin oui, quelque chose oui, qu'on se oui. répète, hein. Donc, ça peut être un langage intérieur, comme un dialogue intérieur. Donc, je pense que ça peut prendre différentes formes. C'est ça. Mais Tu c'est un vois? peu ce que Et c'est disait ça, Patrice. et c'est là où on va s'adapter aussi. C'est ça. Mais Patrick, il évoquait ça tout à l'heure entre cette notion de ce qui renvoie à Winnicott aussi, hein, c'est l'espace transitionnel, quoi. Finalement, ni totalement interne, ni totalement externe, un espace de jeu de créativité où la transformation est possible. Langage, image, pourquoi pas, mais c'est l'idée Association d'idées, d'un laboratoire intérieur de c'est ça. l'expérience. Je crois que c'est ça qui est important, quoi. C'est Hein. ça. Association d'idées, parfois tu évoques une couleur et ça, les patients partent dans des choses qui sont soit traumatiques, soit des souvenirs d'enfance, alors que dans l'intention du thérapeute, il n'y a pas forcément l'idée de faire une régression, par exemple. Hein, les régressions spontanées dans les séances, c'est très intéressant ça. Moi, ça m'arrive extrêmement souvent dans mes séances d'hypnose. Oui, mais D'avoir quand des elle est patients qui spontanée, régressent en âge, enfin ce qu'on appelle la la fameuse régression régression d'âge, en âge, oui. qui est pas du tout, que j'ai pas induite du tout. Enfin, j'ai juste induit soit une couleur, soit une situation, mais enfin bon, ou des choses très 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 simples et qui, voilà, le seuil. On parlait du seuil, mais ils franchissent le seuil là finalement, le C'est seuil ça. de leur inconscient et leur inconscient leur parle à ce moment-là. Ça c'est vraiment. Et quand ils en prennent conscience que leur inconscient peut leur parler, alors qu'ils n'ont jamais pensé à ça avant, ça c'est vraiment génial. Ils C'est pour ça découvrent. que la posture de thérapeute n'est pas d'être interprète ou omniscient de cette interprétation, mais davantage un passeur, tout en étant le gardien du cadre. Ça, comme le dit Antoine Bioy, il a parfaitement raison. Parce que si on explicite le symbole, très vite, il va mourir, il va se figer et il perd toute sa puissance. Un symbole qui est vécu comme en séance, comme tu viens de le décrire, il va continuer de travailler, la personne étant sortie du cabinet. Et c'est ça qui est fondamental. Et c'est là où, au fond, la psychothérapie, elle commence vraiment quand la personne referme la porte et qu'elle est avec ça et elle est avec cette expérience. Et là, le grain peut germer et se lever, si j'ose dire. Ouais. Alors j'aimerais, pour reprendre les mots que vous avez dit tous les deux, aller sur deux choses. La première, on a parlé de Michael Balint. Et Michael Balint a créé les groupes Balint. Hein. Ça ne soigne pas le thérapeute, ça ne soigne pas le patient, ça vient soigner éventuellement la relation thérapeutique qui ne fonctionne pas bien. Et moi, j'ai la sensation, plus le temps passe, que cette relation thérapeutique, elle est très vite envahie par le symptôme, voire même sous l'emprise du symptôme. Et j'ai la sensation que le symbole, il vient nous éloigner de ça. C'est-à-dire qu'il remet en mouvement la pensée dans la relation thérapeutique. Alors, je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure, j'ai souri quand tu as dit, Gérard, le commencement n'est pas le départ. C'est vrai. Mais le départ, il est nécessaire dans une thérapie. C'est-à-dire qu'à un moment, on dit bonjour, installez-vous. Et très souvent, quand je commence une séance d'hypnose, je dis, nous commençons. Pourquoi? Parce que je marque un départ symbolique. Donc, j'ai reçu une patiente qui a eu un accident très, très violent. En soi, une voiture lui rentre dedans, à sa droite, sa fille. Après le choc, plus un bruit dans la voiture. Cette maman dit, appelle sa fille, pas de réponse, met immédiatement la main sur son ventre et dans l'instant, la fille commence à réagir. La maman est effondrée et effondrée et elle nous dit, euh, j'ai failli tuer ma fille. Et je lui dis oui. Mais moi, j'entends surtout quelque chose, c'est que vous avez appelé votre fille, vous avez tenu le ventre de votre fille, et surtout, vous savez sauver votre fille, parce qu'elle n'est pas morte. Et là, on venait de faire remonter, regermer le symbole d'une maman, le symbole de la nativité. Elle n'a pas tué sa fille, elle l'a fait naître, et ce jour-là,
elle l'a refait naître en la protégeant et en lui parlant. Donc ça, je trouve vraiment que là, le symbole a tout changé. Cette dame s'est levée, c'était fini. Elle se sentait bien, parce que tout simplement, elle était plus coupable. Ça va? Hein, c'est très intéressant parce que Mhm. là, tu abordes la question quand même de l'interprétation, hein. Alors, Mhm. moi j'aime beaucoup Paul Ricoeur aussi, toujours dans nos références philosophiques, a beaucoup parlé de l'interprétation comme un moteur aussi, hein. Donc là, parce que finalement, tu as quand même interprété, mais une interprétation féconde, Mhm. c'est le cas de le dire. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Puis c'est vraiment le geste, c'est le geste de cette maman qui avait du Oui, sens. C'est son oui, oui, geste qui était important. Hmm. oui, Je c'est dirais réciproque. que Pascal a fait l'avance de la parole. Mm, Il a fait l'avance de la parole et de la confiance, les deux, qui mm, ont permis à la personne de, au fond, si ça tombait à côté, ça aurait pas été forcément très grave. À côté, ça veut dire ça résonne pas. Mais là, ça a résonné chez la personne, à mm. l'évidence. Hmm. Patrick, un petit mot? Intéressant, c'est que finalement, dans le symbole, il n'y a que ce qui nous parle. Il n'y a pas le reste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette déperdition qui est due au bavardage, qui est due à l'ensemble des connaissances qui peuvent se bousculer chez nous, mais qui finalement n'ont un sens que quand on arrive à les ordonner, c'est très lent, etc. Alors qu'il y a dans le symbole quelque chose d'immédiat et Mm. quelque chose qu'on saisit et qui d'un seul coup nous arrête parce que ça réorganise le temps que l'on a la connexion avec soi différemment. Et j'ai l'impression que c'est les seuls vrais moments de connexion. Sinon, le reste, c'est une multiplication, une multiplicité de sens, etc., dans lesquels c'est extrêmement intéressant comme exercice. Mais est-ce que finalement, on en retient grand-chose? Alors que quand on a été bouleversé, parfois même à son insu, on n'a pas très bien compris, l'éclairage que Mm. nous donne l'autre, c'est un éclairage que nous avions déjà, mais on ne le voyait pas. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui, à un moment, me permet d'être vraiment ce que je suis, c'est-à-dire une vraie question, parce que nous sommes des questions. Et je ne cherche pas forcément à avoir une réponse, c'est pas possible. J'en aurais peut-être une à un moment ou à un autre, mais en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est que cette question où je me sens seul, on parlait de Kierkegaard, d'un seul coup, je ne suis plus seul. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de fort qui se partage avec l'autre, qui dépasse le verbal, parce que ce n'est pas une conversation mondaine, et qui va me permettre de voir autrement, de regarder autrement, et d'être un intime avec moi-même. Et ça, c'est quelque chose de difficile, mais en même temps, quand ça arrive, c'est fabuleux. Mhm. Oui, euh, ce que ça m'évoque, ce que tu dis, Patrick, c'est quand même la position du soignant qui est quand même particulière. Parce que tout ce que tu viens de dire est juste pour être enfin, un bon soignant, enfin en tout cas dans l'humanité, dans le même, on pourrait même dire dans le partage d'inconscient à inconscient, si on parle d'hypnose, etc. Mais il y a quand même aussi une partie dans la relation soignant-soigné qui est liée aussi au rationnel. Moi, je vois bien, par exemple, je vois énormément d'hommes dans ma patientèle qui viennent pour des troubles de l'érection. Alors, c'est toujours la sexologue qui parle, évidemment. Donc, il n'y a pas plus symbolique aussi que cette dimension de l'érection. Il n'y a pas plus symbolique. Hein, c'est vraiment. c'est- euh, et les hommes qui arrivent là, ils n'ont aucune conscience, pour la plupart, sauf ceux qui sont peut-être un peu sensibilisés à ça, mais qu'il y a une dimension symbolique très forte dans leur difficulté. Puisque la dimension phallique, elle est quand même. Voilà, il n'y a pas plus symbolique que ça. Donc, voilà. Et il est vrai que la position du soignant à ce moment-là est quand même importante
pour pouvoir aussi orienter le patient sur les bonnes voies. Il ne suffit pas simplement ni de l'écouter, ni parfois même de faire de l'hypnose, ou, etc. Il faut aussi pouvoir orienter le patient. Et là, il y a toute la dimension rationnelle de la connaissance. On peut reparler de l'œil de la connaissance, mais de la Mhm. connaissance scientifique, et puis et aussi de l'éthique du soignant qui va bah voilà, pouvoir aussi orienter ce patient et éventuellement ou l'accompagner ou l'orienter vers un autre praticien, etc., etc. Donc, je pense que quand on est dans l'écoute thérapeutique, on est à la fois, notre obligation, elle est d'être, et ça, on pourrait parler de dissociation, mais euh, d'être à la fois en soi, avec toutes nos connaissances et tout ce qu'on a pu accumuler et les connaissances scientifiques qu'on peut avoir, etc., et avec l'autre. C'est ça la difficulté. C'est ce qui fait la différence avec l'écoute amicale ou avec un copain, hein. Euh, euh, Quand on est dans une écoute amicale, eh ben, on est dans l'empathie, on est dans je te comprends, on est où je te comprends pas, enfin bon, tout ça. Où je te dis ce qu'il faut faire, enfin voilà, dans l'écoute amicale, on est là, on peut être là-dedans, dans quelque chose d'assez, voilà. Euh, et la différence avec l'écoute thérapeutique, c'est que le thérapeute, il a aussi ce rôle quand même de pouvoir bien orienter le patient et bien l'accompagner grâce à ses connaissances scientifiques qui sont, elles, rationnelles. Mhm. Et avoir cette double position, je trouve que c'est le processus thérapeutique, c'est ça en fait. C'est de pouvoir avoir cette double position. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la relation d'aide parce qu'ils veulent aider. On voit ça dans plein de psys qui s'autoproclament, hein. Il y en a énormément qui sont là-dedans. Bah non, c'est pas ça. C'est pas ça Mhm. le Mhm. processus thérapeutique pour moi. C'est pas ça du tout, hein. C'est pas seulement aider, c'est bien sûr qu'il y a une bienveillance qui doit être mise en œuvre, c'est évident, mais il y a aussi cette dimension d'être en soi avec l'autre, en Ouais. même temps. Parce que tu en penses. Oh ben, je suis complètement d'accord tout à fait en phase avec ce que tu dis, hein. Pour faire un petit jeu de mots humoristique, j'ai envie de dire que quand le patient a perdu son orient, qu'il est désorienté, si en plus il a perdu le nord, il est donc à l'ouest, il n'a plus qu'à espérer le sud, comme dirait Nino Ferrer, où la vie dure 1 million d'années. Mais enfin, bon, ça va pas être très aidant. Mais ça veut dire quand même qu'on a une boussole rationnelle quand même. Et cette boussole, c'est important de reprendre un cap ou Oui, de redonner effectivement, de réorienter, quoi, hein. Et ça, c'est aussi la fonction du cadre, hein, c'est-à-dire quand on dit recadrer, enfin au sens, je trouve que ça, c'est important quand même, parce que sinon la personne, effectivement, elle est flottante, elle est un peu perdue. Et au sens de l'image d'Épinal du psychanalyste, si quelqu'un est en train de se noyer, on va pas lui demander, et alors, à quoi vous pensez là en ce moment? On va quand même intervenir eh sur un oui. plan plus rationnel. Ah oui. Et parfois même sur des valeurs. Là, je parlais bon, des troubles de l'érection, ça peut être sur des choses très, je dirais, euh, techniques ou médicales, etc. Mais ça peut être aussi sur des valeurs. Parfois, il y a des choses à recadrer au niveau des valeurs. Ouais. Faut-il que la valeur soit incarnée? C'est-à-dire, faut-il Oui, que on mais aborde la question de cette valeur? Sinon, on peut parler tous de liberté, on peut parler de vérité, on peut parler de plein de choses, mais ça peut être uniquement des concepts idéologiques. Et si c'est pas relié à une expérience, c'est des demi-valeurs, comme on dit. Et ça, quand quelqu'un me dit je ne me suis pas senti respecté, j'ai envie de dire est-ce que vous pouvez me raconter une histoire? Donc, c'est les récits. Là encore, on est comme avec Paul Ricoeur, notre identité, elle est narrative. Donc, il faut quand même qu'il y ait toutes ces petites traces, ce tissage, je reprends ton mot, Joël, ce tissage de petits récits qui redonnent effectivement une histoire alternative dans laquelle la personne va pouvoir réinterpréter en fonction de cette histoire alternative et pas uniquement recruté par le symptôme, comme disait Pascal tout à l'heure, parce que c'est vrai que parfois, on peut être dans la consultation, nous-mêmes être hypnotisés par le symptôme de la personne et la plainte de la c'est vrai. personne. Hmm. Moi, j'évite d'être hypnotisée par les troubles de l'érection, mais bon, mais bon, voilà. Je ne C'est- vois pas exactement ce que tu veux dire, mais Ben, justement, ça pose la question effectivement
Moi, je trouve que la question de ces valeurs, parce que bon, vous savez que comme je suis engagée dans les droits humains et en sexologie, c'est super important aujourd'hui. Parce que, bon, bah, tout évolue, c'est-à-dire que ce qu'on parlait avant, enfin, des troubles du désir comme quelque chose qu'il fallait absolument réintégrer dans la vie des femmes, etc. Aujourd'hui, on est sur autre chose. La question du consentement, est beaucoup plus présente, etc. Donc, il y a aussi des évolutions sociétales, hein, qui nous font aussi évoluer en tant que thérapeute. Mhm. Le Tout à fait. tissage, il est là aussi. Il est la société qui nous influence, en fait, enfin, qui nous influence dans le bon sens, là, pour le coup. Mais en sexologie, c'est très sensible, ça. Mhm. Parce que ce qu'on pouvait considérer avant comme un trouble, par exemple le désir qui n'était pas là, etc., bah aujourd'hui, c'est plus forcément un trouble. Ça peut être bien autre chose. Bah, c'est vrai que quand c'est trouble, c'est qu'on n'y voit pas clair. C'est vrai. Ben voilà. Donc voilà, donc je pense qu'il y a aussi ça, et c'est pour ça que cette dimension des droits humains, moi, me tient à cœur, mais Mhm. c'est évidemment très sensible dans ma spécialité. Mhm. Alors moi, j'aimerais vous poser une question à tous les deux. J'ai parlé de symboles, hein, dans cette conférence. On aurait pu parler des métaphores, on pourrait parler des allégories. Parlez-moi un peu de métaphores, d'allégories. Dites-moi comment vous en servez, qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous faites des grosses différences entre les symboles, les allégories et les métaphores? En hypnose. Oui, oui. Alors, je crois que ça pose la question de la fonction Ouais. symbolique de la métaphore, en fait. Mhm. C'est-à-dire on peut utiliser des symboles dans une métaphore, voilà, ou utiliser les symboles que les patients nous proposent aussi, d'ailleurs, Mhm. mais qu'en fait, il y a une fonction symbolique de ces symboles dans la métaphore qu'on va construire ensemble ou qu'on va proposer. Moi, il y a une métaphore que j'aime beaucoup, mais bon, que je n'utilise pas tout le temps, mais assez fréquemment, c'est la maison, la métaphore de la maison, parce qu'il y a énormément de symboles dans la maison qu'on peut utiliser pour plein de choses, pour plein de problématiques, etc. Donc, j'aime beaucoup cette métaphore très symbolique voilà, alors là, on retrouve des symboles très forts comme les Ouais. portes, le toit, les murs, le C'est jardin. ça, bien sûr. Mhm. Enfin, il y a plein, l'escalier, enfin, tout ce qu'on Voilà. peut Ouais. imaginer dans une maison. Et j'ai fait toute d'ailleurs, enfin, j'ai des patients avec lesquels quand je leur propose cette métaphore, ils aiment bien, d'une séance sur l'autre, trouver une autre pièce, et puis travailler métaphoriquement sur la pièce dans laquelle ils sont, Alors, etc. C'est Jo- intéressant d'aller de pièce en pièce, de séance en séance. Joël, je suis totalement en face parce que je fais très souvent la psychothérapie à partir de cette représentation-là. Et Ouais. je viens de publier, alors il n'est pas encore sorti, il va sortir au mois de mai, un livre avec Séverine Camus autour des métaphores en prenant l'exemple de la maison. C'est-à-dire tout, y compris la cuisine, les toilettes, la salle de Tout. bain, tout, la chambre La d'amis, cave, le grenier, la cave et le grenier, bien sûr, jusqu'à la boîte aux lettres. Jusqu'à la la boîte aux boîte aux lettres. lettres, oui, Voilà. évidemment. La niche du Et chien. parce que ça parle à tout le monde Et et en ouais. plus, on s'aperçoit que en psychothérapie, il y a parfois des patients qui n'habitent qu'une pièce de la maison Hmm, bien sûr. et le reste est un peu comme à l'abandon, quoi. Voilà. Oui, et puis il y a des pièces où on ne veut pas entrer. Enfin bon, Voilà, il y a des pièces interdites, voilà, c'est voilà, enfin, voilà, il y a plein de ouais. choses. Il y a la question de la tuyauterie, de l'eau, enfin, tout y est, quoi, dans la maison. Alors, et après, on pourrait en faire une belle allégorie. Voilà. Hmm. Après, il y a des métaphores comme l'arbre, mais que vous connaissez aussi, qui peut être Mhm. aussi très intéressante. Enfin, il y a des métaphores assez simples finalement, mais qui sont porteuses de symbolique très forte, pour le coup. Tout à fait, tout à fait. Mhm. Alors, il y a une métaphore qui a été mise en place par Balint, je ne sais pas si tu la connais, c'est la Oui, fête foraine, oui, avec Ocnophile et Philobaste. Hein, exactement. voilà, voilà. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, Ocnophile et Philobaste. Alors, je ne sais plus si c'est l'un ou si c'est l'autre, mais je crois que c'est Ocnophile, c'est celui qui est dans le grand 8. Vous êtes dans un grand 8. Il y a deux possibilités de réaction. Soit vous vous laissez aller, vous êtes Ocnophile, soit vous vous retenez, vous êtes Philobaste.
Donc, il parle de... Non, non, Ou c'est l'ocnophilie, l'inverse c'est peut-être, mais bon. ocnéo, c'est l'objet. Je m'accroche à la rampe, je Voilà, m'accroche ouais, c'est complètement. ça, on se C'est pour retient. ça que dans la dimension de l'alcoolodépendance, il est ocnophile. Il n'est pas Voilà, philobate. c'est ça. Philobate, c'est plus l'acrobate, quoi. Enfin, voilà, Voilà, c'est. c'est ça. Voilà. Et il se laisse aller à ce moment-là, Mhm. hein. Donc, il y a la question du lâcher-prise, ce fameux lâcher-prise qui est un mot, alors pour le coup, comme la résilience, qui est un mot C'est valise. ça. Oui, Mais c'est intéressant comme métaphore. Et c'est Balint qui tout à l'a fait. décrit dans je sais Mhm. quel livre d'ailleurs, mais bon, voilà, c'est une jolie. Et la fête foraine, c'est intéressant comme. Si les patients ils sont sensibles, hein. Si vous avez un patient qui déteste la fête foraine, c'est peut-être pas la peine de l'emmener en manège, mais, mais bon, voilà. Mais ça peut être intéressant à être utilisé aussi. Le jardin, enfin bon, voilà. Vous avez plein d'idées, hein. Je pense que là-dessus, on peut. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être utilisées. Sophie, tu veux nous dire quelque chose? Eh bien, merci de me donner la parole, Pascal. Moi, j'ai beaucoup écouté Joël qui nous parle de tissage. Or, pour moi, le tissage, c'est un symbole. Mm, C'est le symbole du textile. mm, Et le textile est écrit, c'est-à-dire le textile et le texte, c'est la même origine. C'est pour ça que, bon, enfin bref, je ne vais pas faire trop de jeux de mots, mais c'est pour ça que beaucoup de personnes sont dans les habits, dans les vêtements, etc. En fait, on écrit mm, avec un textile. Voilà. Donc, j'ai trouvé que ça, c'était drôlement intéressant. J'ai beaucoup aimé Tout ceci n'est que paille, parce qu'effectivement, sur la paille, on fait germer. Et donc, il y a un germe de quelque chose. Moi, j'ai travaillé sur un tableau, d'ailleurs, j'ai publié un texte là-dessus qui s'appelle Le thérapeute de Magritte. Mhm. Et le thérapeute de Magritte, souvenez-vous, il n'a pas de visage. Il est appuyé sur une canne à nœuds. Il est assis. Il a un chapeau. Et il a déposé sa valise. Donc, en fait, il dépose son savoir. Il s'appuie sur euh, une expérimentation, la fameuse canne à nœuds de, on peut dire c'est un peu comme l'échelle qui se trouve derrière toi, voilà, Mhm. Gérard. Donc on évolue progressivement, on monte, et je trouve que c'est une très jolie métaphore dans beaucoup des représentations. D'ailleurs, ça faisait partie d'un tableau qui était le tableau préféré de Magritte. Il en avait fait une statue qui était à l'entrée chez lui, d'ailleurs. Tout à fait. Et il a une couverture sur ses épaules. On ne sait si c'est une femme ou un homme d'ailleurs. Il a une couverture rouge sur ses épaules. Et le symbole de la couverture rouge, c'est le symbole de ce qui couvre Marie. Marie, mère de Jésus, Myriam, Marie en tout cas. Voilà. Voilà. Donc, très intéressant tout ça. Voilà, très intéressant sur le symbole, l'outil. Je trouve que on a beaucoup de petites graines qui ont été plantées, mm, beaucoup d'outils à notre disposition qui prolongent notre main, pour reprendre ce qui vient d'être dit tout à l'heure par toi, Joël. ouais. Voilà. Et je pense qu'on peut effectivement utiliser beaucoup des symboles dont vous nous avez parlé en hypnose. Et puis, pour terminer, je dirais que j'ai hâte de lire ton livre, Gérard, parce que tu as parlé de la lèvre, mais on peut parler du bait. Alors, je te Mhm. laisse la parole. Eh oui. Ah, bah, comme Bethléem, hein, la maison du pain. Puis, il y a une forme effectivement de petite maison, quoi. Hein, c'est voilà. Mm, Mais mm, encore une fois, le commencement, comme dans Bereshit, n'est pas l'origine. Voilà. Exactement. Et l'homme est un peut-être. Et d'ailleurs, Adam, hein, dans la valeur guématriale de l'hébreu, l'homme est un quoi? L'homme est une question. Et quand les Hébreux traversent l'Égypte, sous la houlette de Moïse, ils sont nourris de la manne. Et manou en hébreu, ça veut dire qu'est-ce. Ce qui nous permet de traverser nos déserts, c'est pas les réponses que l'on donnera, c'est les questions vivantes que l'on va porter en nous. Mm. mm. Sophie, tu as parlé du rouge. C'est le symbole du mariage aussi. Alors, ici, en Occident, avant, les mariées étaient en rouge, hein, mais en Inde, elles sont toujours en rouge. Mm. Se marient en rouge. Et c'est vrai que c'est le symbole de l'amour aussi, le rouge, hein.
Voilà. Oui, donc on a parlé de beaucoup, beaucoup de symboles et ces symboles sont très féconds et on peut les utiliser effectivement en hypnose. En ce moment, je me suis intéressée depuis quelque temps à l'utilisation du rêve en hypnothérapie et effectivement, il n'y a pas de symbole, enfin, il y a quelques symboles universels, mais il y en a très, très peu. Ce qui est intéressant, c'est de travailler avec ce qu'amènent les patients, le texte qu'amène le patient, et ce à quoi chaque personnage, chaque lieu Mhm. qu'il met en scène, euh, comment ces lieux sont des symboles, comment ces personnages sont des symboles et le représentent. C'est Euh, ça. et je trouve que c'est d'une puissance extraordinaire. Voilà. Alors, on va pas se mettre à la place du devin, mais franchement, on arrive à deviner, à révéler, au sens révélation du mystère dont vous avez parlé, dévoiler euh, effectivement au patient ce que peut-être son conscient, à moins que ce ne soit son inconscient, voilait. Voilà. Merci, Sophie. Joël et Gérard, on approche de la fin de cette conférence. Est-ce que vous pourriez nous parler tous les deux de la place que vous donnez au désir face au symbole? Parce qu'il a été évoqué, vous l'avez évoqué tous les deux. On n'a pas développé cette question. Parlez-moi un peu du désir. Et puis, en parallèle, est-ce que ça existe l'anti-symbole? D'accord. Alors, si je peux me permettre de répondre, alors pour moi, le désir, moi j'ai une vision très spinoziste du désir, c'est-à-dire le désir, c'est la vie, c'est le conatus, hein, Oui. c'est la poussée, c'est la force, c'est voilà. Alors on peut avoir aussi une vision beaucoup plus platonicienne, hein, avec le désir, c'est le manque. Hein, moi j'ai plutôt une vision voilà, de pulsion de vie, enfin de. Mhm. Donc, c'est ce que j'essaye de transmettre dans mes thérapies, enfin dans les accompagnements que je fais. Parce que je pense qu'on fait aussi avec ce qu'on est quand même et avec ce à quoi on croit quand même, malgré tout. Et c'est important aussi de faire avec ce qu'on est et ce à quoi on Mhm. croit. Donc, et c'est ce qu'on transmet aussi. C'est ce qui fait aussi la particularité d'une relation thérapeutique qui ne sera jamais celle qu'on... Enfin, ce sont jamais les mêmes. En fait, elles sont toutes différentes. C'est aussi pour ça, parfois, alors ça, je fais une toute petite digression, mais quand j'ai des patients et qu'il y a le conjoint qui pose des questions sur le travail thérapeutique qui est en train de se faire, parce que je vois beaucoup de couples, donc forcément, le conjoint se sent parfois impliqué, même s'il n'est pas là, bah, il y a rien à dire, quoi, parce que c'est compliqué. C'est tellement spécifique ce qui se passe entre deux personnes que, voilà, on peut pas... voilà, donc voilà, moi je répondrais comme ça. Je répondrais alors Symbole. Symbole. l'anti-symbole, pardon. J'ai fait un beau lapsus. L'anti-symbole, bah, moi ce qui me vient, c'est quand même la difficulté de la représentation, l'hyper-rationalité. Enfin voilà, ce serait plutôt ça. C'est ce qu'on a dit un peu tout à l'heure. D'accord. Tu veux dire que Faut ça se serait laisser aller quand même. Dès qu'on aborde la question du symbole, il y a quand même quelque chose de, voilà, qui circule, qui doit se laisser aller, qui doit créer, quoi. Et si on n'est pas dans cette créativité, c'est compliqué quand même. D'accord. Donc, tu veux dire qu'on pourrait, si on ressent pas le symbole comme quelque chose d'ouvert, on pourrait le ressentir comme un enfermement. Un peu comme disait tout à l'heure Gérard, ça serait l'hyper-enfermement et on pourrait le rejeter complètement. C'est ça? Oh oui, mais je pense qu'il y a des patients qui n'ont pas forcément accès, hein. Oui, Hmm. c'est plus compliqué. Alors, on peut passer par le corps parfois. C'est une autre façon, hein, d'aborder les choses, mais bon, c'est. Je sais pas ce que tu en penses, Gérard. Alors, Dans moi, ce j'ai une sens. vision des choses peut-être un tout petit peu différente, parce que c'est vrai qu'on dit souvent le désir naît du manque, Mm. et c'est ce que l'était l'équation de Platon, hein. Ouais, c'est ça. Amour, manque égale désir égale amour. Mm. Bah oui, mais si tu vis avec ton compagnon et que tu l'aimes et il est tous les jours avec toi et que tout se passe bien, il te manque pas. Est-ce que ça veut dire pour autant que tu le désires pas? Si tout à l'heure vous allez aller au restaurant pour certains d'entre vous, je ne vais pas vous souhaiter une bonne fin,
je vais vous souhaiter un bon appétit, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que désirer, ça vient du latin desiderare. Chercher Quand l'étoile. les, bah oui, quand les augures grecs avaient perdu leur étoile dans le ciel, ils étaient malheureux, ils se mettaient en chemin vers leur désir. C'est-à-dire que le désir n'est jamais complètement assouvi, contrairement aux besoins, bien évidemment. Et Denis Vasse, grand psychanalyste, avait dit, d'ailleurs à juste titre, finalement, c'est quand on coupe la tige du besoin que le désir peut éclore. Et le désir qui éclore, il n'est pas, enfin, il est justement cette quête éperdue de l'étoile qui nous manque, enfin de quelque chose que l'on a en nous, cette étincelle que l'on a en nous. Et ce qui nous fait dire également que considérer l'autre, le patient qui est là, c'est aussi le considérer comme un astre, et peut-être un astre manquant, mais sinon c'est un désastre. Hein. Donc on peut jouer peut-être sur les mots, mais en même temps, je crois que le désir, c'est pas simplement lié au manque. Enfin, je crois pas, Oui, quoi. oui, mais je suis d'accord avec Ah toi. bon, d'accord. Oui, oui, parce que j'ai dit que j'avais plutôt une vision spinoziste qui est plutôt une vision de... Spinoza avait cassé d'ailleurs cette équation de Platon. Et Mais bien il, sûr, a- mais il avait dit moi, que c'est tout à fait mon point de vue. c'est la Oui. puissance de jouir. Et, hein, C'est enfin, il y avait c'est une le puissance de conatus. Oui, c'est c'est le conatus. conatus. Hein. Voilà. Donc, Et ça, je crois effectivement, que c'est important parce que souvent, bon, ce qu'il y a, c'est que nous-mêmes, on confond souvent désir, besoin, amour. Enfin, c'est un peu oui, mélangé oui, dans nos têtes. là, là. Et, Mais il y a là, par contre, il y a un travail de. Tu parlais de la boussole tout à l'heure, de réorienter. Ben, je crois que c'est important de réorienter là. Ça, c'est notre fonction de thérapeute, un peu, oui. en tout cas, le désir, c'est du mouvement, ça c'est sûr. Et moi, j'aime bien cette idée de poussée là, de conatus spinoziste. Je trouve qu'il y a quelque chose là de vraiment, c'est vraiment de la pulsion de vie, quoi. Alors après, la relation avec le manque, bah, Eros, hein, le petit Eros là avec son petit arc et sa flèche, voilà, il est très vivant, hein. Et Il aussi, est très vivant, mais il est très en mouvement. Il est j'ai écrit aussi sur Eros, comme ça. C'est vraiment une représentation symbolique très forte. au sens symbolique, ben, pour le coup, on devrait dire comment rester entier avec son manque Mhm. et non pas vouloir combler le manque. C'est ça. C'est tout le problème du monde addictif, du monde dans lequel on est, où il faut remplir. Hein. On a connu une époque, enfin, pas moi, hein, il y a déjà quelques siècles, où on utilisait les clistères, les saignées, les purgatifs, etc. Toute maladie était liée à un trop-plein, à une surcharge. Donc, il fallait vider. Euh, lavement, laxatif, saignée, etc. Et là, on est passé à une époque énantiodromique, comme diraient les Grecs, renversement dans le contraire. Surtout, il ne faut pas de vide, il faut tout remplir. Il n'y a plus de place. Et en même temps, avec le sprint, c'est-à-dire on accélère les choses. Donc, en fait, c'est la capacité à retrouver justement le maculus, ce qui nous manque, mais de rester avec, pas vouloir le remplir à tout prix, quoi. Ben, C'est très intéressant par rapport, alors, encore une fois, à la dimension droits humains et sociétale, puisque vous avez vu que la loi sur le devoir conjugal est passée. C'est exactement ça, la question du devoir conjugal. Hein. Enfin, ben c'est oui, c'est exactement ça. C'est vraiment pouvoir accepter le manque. ben oui. Voilà. Enfin, mettre dans la loi que le manque puisse être accepté. Et on peut rester entier avec son manque. Voilà. Voilà. Alors, c'est plus compliqué à dire qu'à Oui. faire quand on écoute les couples, on le sait encore, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est gravé dans le marbre. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a des liens aussi avec ce qui se passe dans la société sur des points comme celui-là, par exemple. Mhm. Que c'est très récent, c'était il y a 2, 3 jours là. Hein. Mhm. Ce que vous dites tous les deux, ça me fait penser au congrès qu'Éric Bardot avait monté à Saint-Brévin-les-Pins. Ça s'appelait Vide, désir et addiction. C'est ça. Et quand il y a eu ce congrès, j'avais demandé à des patients, j'étais à ce moment-là, je travaillais dans une prison, et je leur avais demandé que pensez-vous de ce titre, Vide, désir, addiction. Et plusieurs patients m'avaient dit, c'était des patients qui étaient là pour des addictions, m'avaient dit, le vide, on le recherche. On veut enlever tout ce qui nous envahit dans l'esprit. Et d'autres m'avaient dit, il faut qu'on le comble, ce vide. Donc on avait deux croyances. Hum. Et là, il y a un livre qui vient de sortir, qui s'appelle Les Assoiffés, de Camille Charvet, qui est un ouvrage qui travaille à Marmottan.
Elle dit finalement, nos addicts que nous voyons sont addicts parce que la société a développé l'addiction. C'est Et là, on ça. retombe exactement dans ce que tu as dit, Gérard. Ça veut Mhm. dire que malheureusement, je dirais que l'addiction est symbolique de notre intolérance au vide C'est et à ça. la frustration. Hmm. Pas simple. Non. Je vais proposer à Patrick de nous dire un mot et ensuite on va donner la parole à Henri. Là, Henri a du travail hein, ce soir, hein, franchement. Ce que j'ai entendu me fait penser à ce que disait Roland Barthes dans le fragment du discours amoureux. En fait, c'est quand l'autre n'est pas là qu'on pense à lui. Et c'est à ce moment-là qu'on le désire. C'est-à-dire que quand on désire véritablement dans le moment, en fait, on ne désire pas. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une construction, il y a juste une immédiateté. Et plus on est éloigné de celui ou de celle que l'on aime, plus on y pense. Et c'est là justement où se crée toute cette magie, en fait, du fait que bah, c'est l'absent qui donne la présence. Sinon, j'étais simplement en train de me dire que finalement, le métier de thérapeute doit être très compliqué. Effectivement, ça consiste à séparer le bon blé de l'ivresse, véritablement. Et que, euh, et que c'est facile quand on n'est pas thérapeute parce on peut effectivement cogner de tous les côtés. Ça n'a aucune importance parce qu'on n'est pas, on est uniquement responsable de ce que l'on dit et pas responsable de ce que les autres comprennent. Hmm. Euh, et vous, vous avez quand même une tâche extrêmement difficile là-dessus. Et donc, Ouais. il y a une forme de frustration, j'imagine, chez vous, euh, mais logique et normale, puisque ça fait partie du rôle. Vous parliez du cadre. Il y a pas d'autre possibilité. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment, quand on a fini, c'est la question que je me pose, de dialoguer avec, avec un patient, on continue forcément à dialoguer avec soi-même. Et puis, comment ça transforme le thérapeute? Est-ce que le thérapeute se sort indemne de toutes ces consultations? Ou est-ce qu'il y a un moment où lui-même, il n'en peut plus? Enfin, je ne sais pas, ça doit être terriblement compliqué. Quand on est uniquement avec soi-même, c'est pas très compliqué, on s'en arrange, hein. Il y a des tas de choses, il y a l'addiction à l'alcool, il y a... Non, je plaisante, mais ça peut aider aussi, mais il y a rarement l'addiction à soi-même, quoi. Ça n'existe pas. Voilà. Pardon, c'est un peu brouillon, mais Gérard, est-ce que tu peux dire... Attends, je te redonne le micro parce que tu as perdu le micro là, Gérard. Tu as perdu la voix. Bon, là, tu as le son? Oui, oui, c'est parfait. Bah, merci Patrick, parce que quand j'évoquais Jung tout à l'heure dans ce qu'il appelait la fontaine mercurielle, c'est-à-dire tout ce lieu de transformation qui est l'espace thérapeutique, effectivement, c'est dans cet entre-deux que se joue une dynamique de changement, et la dynamique de changement, elle peut concerner bien évidemment le thérapeute, en positif, comme parfois avec certaines ombres qui apparaissent, et c'est pas toujours facile. Et je peut pas comme ça décliner toutes les variations possibles. Mais je crois que Bali, tu avais raison en disant je ne peux pas espérer changer l'autre si j'accepte pas d'être changé moi-même. Je prends le risque de cette relation et c'est en même temps c'est magnifique et en même temps bah, un peu périlleux. Et c'est vrai que on a tous connu, je pense, des consultations où on n'est pas sorti complètement indemne. C'est le cas de le dire. Mhm. Et Joël? en même temps, moi, je dirais on peut aussi être addict à notre métier. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Il peut y avoir un côté addictif, hein. On connaît plein de thérapeutes qui sont, enfin, moi je dis toujours qu'ils sont morts sur leur fauteuil, quoi, quasiment, hein. Donc, qui ont travaillé jusqu'au bout. Alors, on a aussi cette chance. En même temps, c'est une chance inouïe, je trouve, que par rapport à d'autres métiers, on peut travailler très tard quand on aime ça et quand on est. Et c'est vrai que l'âge ne fait rien à l'affaire. Il n'y a pas de vieillissement dans notre métier. Au D'où contraire. l'intérêt, Au contraire, peut-être même. d'où l'intérêt de On choisir, rajeunit au fur et à mesure. d'où l'intérêt de choisir un fauteuil confortable d'ailleurs, hein. Oui. Pas faux, ça. Ou de travailler debout comme je le fais.
Henri, Ouais. je te donne la parole et nous t'écoutons. Euh, oui, comme tu disais, Pascal, soirée difficile pour moi, parce que tellement riche, tellement de haut niveau, tellement tout ce qu'on peut imaginer. Finalement, ça a bien commencé quand même pour moi, quand on a parlé de symboles, de machin, et puis on est arrivé à la franc-maçonnerie, etc. Parce que derrière moi, il y a une bibliothèque de symboles. Il y a une bibliothèque de symboles parce que il y a des textes sacrés, parce qu'il y a des textes maçonniques, parce qu'il y a tout un tas de, de livres. Alors, Bachelard est derrière moi, il est chez Gérard. Alors, Jung n'y est pas. C'est dommage, mais il est dans le garage. Donc, voilà. Alors, tout ça devrait me pousser à dire des choses intéressantes, mais je pense que je vais faire comme d'habitude. Je vais reprendre simplement des phrases qui ont été prononcées par nos riches interlocuteurs. Alors d'abord, bien sûr, avec Joël, la notion de tissage que Sophie a rappelé et qui me semble vraiment tout à fait significative de ce qui nous intéresse ce soir et j'ai bien aimé l'idée que chacun de nous est un tissage. Voilà. Je ne m'étais jamais regardé comme étant un tissage et je pense que demain matin, en me rasant, je vais avoir une autre idée de moi-même. J'espère qu'elle ne sera pas trop haute, mais enfin, bon, voilà. D'être un tissage me plaît. Euh, En hypnose, c'est l'élément émancipateur, bien sûr, qui compte, et c'est ce que a dit Joël, qui nous permet de se distancier par rapport à une lecture différente de l'histoire du patient. Euh, c'est difficile de reprendre les mots de Gérard parce qu'ils sont tellement riches et il y en a tellement, et que j'écris très lentement, et donc je vais peut-être moins citer Gérard, mais bon. D'abord, cette définition du paradoxe, hein, deux niveaux de logique différents. Ça, c'est intéressant. Soigner, pas seulement guérir, mais savoir écouter. Et surtout aussi, on écoute un système vivant. Et ça, je pense que c'est vraiment intéressant, et en particulier dans... Mais ça, on retrouve ça dans le livre que tu as écrit sur la douleur avec Charles Jousselin, comment? Le sur la livre, douleur. oui, sur la douleur chronique. Euh, J'ai écrit avec Queneau. Il y en a un que j'ai écrit Charles Jousselin. Avec Patrice Queneau et l'autre avec Charles Jousselin. C'est avec celui avec Charles Jousselin. C'est ça. Mhm. Euh, L'inconscient, ça rit, ça rêve, ça rate. Ça aussi, ça m'a bien plu comme phrase. Joël qui a parlé de la dimension sacrée, et ça aussi, c'était quelque chose de vraiment intéressant. Elle nous a parlé du troisième œil, bien sûr, aller chercher derrière. Ça, c'est aussi quelque chose qui m'a bien plu. Euh, Encore Joël, la fonction transformatrice du symbole, l'outil, que le compagnon fabrique d'abord et qui va lui servir à faire son œuvre d'art. Ça aussi, c'est évidemment les symboles maçonniques, bien sûr. Euh, alors, ça aussi, c'est une phrase de Gérard qui m'a. Alors, ça, je me suis promis de. Le sacré, c'est la manière dont on habite un lieu, mais c'est pas le lieu. Et alors, je ne sais pas de qui était cette phrase, tu l'as dit tout à l'heure, mais je ne l'ai pas noté. Jean-Yves Leloup. Et ça, je trouvais ça très bien également. Mhm. Joël qui parle de la révélation dans le corps, bien sûr. Ça, c'est aussi important. Euh, la symbolique de la graine, comme les deux que nous faisons, on parlera plus tard de la maison, etc., que chacun d'entre nous, bien sûr. Euh, il faut de la plasticité pour se distinguer de la signification du symptôme. Alors ça, c'est Gérard qui a dit ça. Alors, en fait, c'est une reprise d'Erickson. Mhm. Mhm. Il faut évidemment penser aux ressources créatrices du sujet, mais ça, en principe, on y pense tous. Euh, alors, ça, je m'adresse à Joël, mais c'est Gérard qui l'a dit. D'après Pythagore, pour être thérapeute, il faut être d'abord cuisinier.
Donc, voir ton fils à l'école Et moi-même, je cuisine beaucoup. aussi, oui. Et toi, tu es déjà thérapeute. Mais on avait eu C'est une... l'alchimie, hein, Oui, c'est aussi oui, l'alchimie, hein, c'est oui. le creuset, hein, c'est le creuset alchimique. Euh, La euh, cuisine, c'est ça, hein, c'est un creuset. tout à fait. La casserole, hein, tout simplement, hein. En fait, euh, aller au-delà de l'apparence, pardon. Écouter, entendre quelque chose qui fait écho de façon subjective, ça aussi, j'ai bien aimé cette idée. La dimension du mystère, ça c'est Joël qui nous a parlé de l'alchimie, évidemment, et ça, on ne peut qu'acquiescer. Euh, j'ai essayé de simplifier encore. L'hypnose permet d'accéder à une autre représentation symbolique. Il y a des défaillances. Il y a aussi cette idée aussi qui vient de Joël de la défaillance symbolique de certains patients. Ça aussi, c'est vraiment ça peut nous poser problème. Euh, alors, l'écoute thérapeutique, alors ça, c'est aussi Joël, à la fois en soi avec les connaissances et avec l'autre qu'on écoute. Et cette dualité-là, cette phrase-là est vraiment à mettre de façon pédagogique à donner à nos étudiants dès qu'on commence avec eux pour qu'ils sachent bien que c'est quelque chose d'important. Euh, alors Gérard nous a parlé d'une boussole rationnelle. On donne le cap. Oui. Ça, quand on est marin, c'est intéressant. Parfois, on recadre au niveau des valeurs aussi. Ça, c'est Joël qui nous l'a dit. Euh, les valeurs, Gérard nous a dit que les valeurs en relation avec l'expérience, ça aussi. Euh, Et puis Joël qui nous dit il y a des évolutions sociétales qui influencent, et en particulier évidemment les droits humains. Et tu as donné des exemples importants. Donc dans les métaphores, on a eu la maison, on a eu l'arbre, bien sûr, et la fête foraine. Alors ça, je ne connaissais pas, mais je vais m'y intéresser. Sophie apporte rappelé l'idée du tissage et la relation entre textile et texte. Et puis, le désir, c'est la vie. Et puis, ah oui, c'est la dernière phrase que j'ai notée qui m'a fait un petit peu rire et qui pourtant me semble fondamentale. Le devoir conjugal, c'est accepter le manque. Et je trouve que voilà tout ce que j'ai retenu, mais j'aurais dû en retenir beaucoup plus. Mais comme il y aura un replay, je reprendrai d'autres notes. En tout cas, merci à vous tous parce que c'était passionnant. En fait, moi, j'ai proposé à Henri de faire ça parce que je suis sûr qu'il écoute toute la conférence. Et c'est un moyen qui marche, hein, parce qu'autrement, bon, il pourrait très bien mettre un film, écouter du jazz. Merci Henri pour ce que tu fais, qui est pas simple. Je le sais en plus. Enfin, ça dépend des fois, mais en tout cas, aujourd'hui, c'était compliqué. Ah non, mais c'est très bien. Merci d'avoir été tous avec nous. Merci à Joël d'avoir donné ce temps. Les images que tu as données. Merci Gérard. Je suis ravi quand tu es avec nous. Merci Sophie. Merci. Patrick, tes questions sont toujours, sont pas des questions d'ailleurs. Tu amènes un regard que je trouve nourrissant. Ça nous fait du bien. C'est riche. J'aime beaucoup nos rencontres. Merci à tous ceux qui sont là. Oui, Euh, la prochaine fois, oui. je me permets. Alors, en fait, je n'ai pas du tout cité Patrick parce que pendant que Patrick parlait, alors c'est pas que je ne l'écoutais pas, mais j'en profitais pour améliorer mes notes. Et donc, d'habitude, je fais toujours des petits commentaires sur ce qu'il dit, mais là, aujourd'hui, franchement, je me suis consacré à nos deux grands intervenants. Oui, mais bon, on sait que tu l'as écouté. On sait que tu l'as écouté. Ce que je dirais, c'est on se retrouvera la prochaine fois pour une conférence avec Matteo Cohen. Matteo Cohen, je lui demande comment on se comporte, qu'est-ce qui fait, comment on fait pour dire à quelqu'un quelque chose qu'il n'attend pas, qui ne s'attend pas à entendre ou qui ne souhaite pas entendre.
Donc on va être face à un patient qui craint quelque chose, comment on va lui annoncer, et puis surtout on pense à quelque chose que le patient n'a pas imaginé, comment on va lui dire. Donc comment aller vers l'autre pour lui apprendre des choses qu'il n'attend pas. Beaucoup de patients, beaucoup d'entre nous attendons quelque chose, très souvent, mais parfois on n'attend pas certaines choses, surtout celles qu'on n'imagine pas. C'est ça que Mathéo fera avec nous. Et puis on retrouvera Gérard au mois de juin avec Antoine Bioy, qui ce soir-là sera avec nous un jeudi soir pour parler de la singularité. C'est-à-dire que c'est pour moi le centre de mon travail. Comment respecter la singularité du patient. On a beaucoup de choses écrites actuellement. Il y a une interview que j'ai faite il y a quelques jours avec Capucine Le Maire qui nous parle de ce travail pour la singularité. Elle le travaille profondément, elle s'intéresse à l'handicap et elle présentera des travaux au mois de mai. Je crois que vraiment, on doit tous s'interroger quand on est soignant sur la singularité. Nos patients, ils nous demandent de le faire. On verra comment Gérard et Antoine nous parleront de la singularité. Voilà. Merci à vous, à bientôt pour des rencontres prévues ou imprévues et passez une bonne fin de soirée. Merci Pascal. Bonne soirée. Merci à Merci beaucoup, tous. Pascal, et Merci merci à Joël. toutes et tous. Merci à toutes et tous. Oui, merci. Vraiment.